Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculiers peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi pour une nouvelle édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Le week-end commence ce vendredi, on espère que ça commence très bien chez vous, malgré qu'il pleuve dans la ville, mais j'espère qu'il ne pleut pas dans votre cœur. D'ailleurs, sachez-le très bien, l'amour défie tout ce que la vie promet de mort. Mes deux mousquetaires sont là ce matin. Alain Diop, bonjour. Bonjour Steve, bonjour également à tous les téléspectateurs de ce matin. Bon début du week-end. Merci, à vous également. Merci, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Vous vous êtes bien réveillé? Bien réveillé malgré que depuis... Oui, on va seulement se plaindre de la pluie, vous savez que nous sommes dans le mois de juillet. Oui, absolument. Voilà, mais forcément vous n'allez pas vous plaindre, hein, forcément, c'est la saison des pluies. Il faut bien qu'elle tombe, hein. Pourquoi pas? Ce qui est bizarre, c'est qu'on se plaint toujours. Ah, il pleut. Mais quand il fait chaud, il fait très chaud. Mais c'est ça aussi l'être humain. Ah oui, c'est ça aussi l'être humain. Mange Venasius, good morning, welcome. Good morning, Steve. And how is it? Good morning to our viewers. Steve, we are fine. We are fine? Yes, we are fine. Je sais pas, Alain, donc tu lui dis pas très souvent de changer un peu. Lui, ça va toujours bien. No, we are fine. Non, c'est quand on lui pose la question, comment allez-vous? Il dit, we are fine, nous sommes, nous allons bien. Steve, at times, in English language, we refer to it as the third person, the majestic we, at times, we use bon, it. Apparemment, Mange Venasius, c'est avec tout Jackery, tu vois. Oui, absolument, ça je vois. Eh bien, c'est avec le sourire que nous démarrons justement l'information traitée par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. La première partie, comme d'habitude, en langue anglaise avec Mange Venasius. We begin a review of papers this Friday, the 10th of July 2020 from the Guardian Post newspaper that has decided to dig the whereabouts of some 20 prominent Anglophone personalities who made history some time ago, asking what have they become. Figures like Honorable Akonte Andrew, Peter Abeti, John Binde, Sir Humphrey Ekema Monono, Philip Ngole Ngwese, Honorable Rose Abuna, Professor Elizabeth Tamanjong, and a host of others. Then the paper equally tells us how Paul Biya has raised his pension of retired civil servants by 20%. L'Economie newspaper on the same issue on page 2 gives us the exact number that the president has increased their retirement pension, saying there are over 100,000 of them. Then we take Cameroon Tribune on pages 2 to 3 that sheds more light on this issue of retired civil servants, telling us that the presidential decree on increasing retirement pensions will cost the National Social Insurance Fund some 15 billion francs CFA a year. And the Director General, Noel Alain Olivier Menkulu, says all is about ready for the application of the decree by August. Fighting COVID-19 pandemic, Cameroon Tribune tells us that the Speaker of the National Assembly handed the contribution of the entire House to the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, yesterday during the closing plenary of the June ordinary session of Parliament, as we read on page 7. Then in economic matters, the paper on pages 8 to 9 informs us that during the ordinary session of the Ministerial Committee of the Central African Monetary Union, member states were enjoined to forward in the shortest possible time the list of enterprises to join the sub-regional stock exchange market. Emergence newspaper is talking today on the dialogue between the government and secessionists, asking why now. The paper tells us how that they do not understand how Paul Biya, who has always treated these separatists as terrorists, now finds himself initiating negotiations with them. On pages 5 to 11, the paper brings the views of 12 experts on the issue. And in Boya, taxi drivers resume work as tension eased between them and the police.
Mutation newspaper focuses today in education with the entrance exams into Form 1 of the French subsystem of education in Cameroon. And the paper on pages 8 to 9 tells us that the high rate of failure provokes the anger of parents as well as that of candidates. After the failure, the paper says authorities suggest the necessity to reduce the enrollment, pointing at coronavirus. We take L'Oeil du Sahel, a tri-weekly regional information for the north on the Boko Haram war in the far north region, says parliamentarians are calling for a reconstruction plan of that region, as we read on page 3. La Revue du Patriote, a weekly publication, comes back on page 5 on the dialogue with secessionist leaders and asks what is being hidden behind the embarrassment of Yaoundé, as these leaders in prison accept to have met with Cameroon government's delegation in the quest to obtain a ceasefire in the Anglophone regions. Meanwhile, for Yaoundé, this information is not in conformity with reality, and the paper points out that the information more or less gives much hope in the crisis in the two regions. For papers out of Cameroon, we begin from South Africa with the Sowetan Life newspaper that reports on the mother of a 13-year-old boy who was raped at a school for special needs pupils, allegedly by a general worker, and the mother says she is disappointed that no action has been taken against the accused. She says she has been left defeated and frustrated in her year-long pursuit for justice. In East Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe says government yesterday received 968 solar-powered refrigerators for the country's expanded immunization program from the Gavi Vaccine Alliance and 140 oxygen concentrated from the Health Development Fund for its COVID-19 response to the tune of over $3.5 million. In Rwanda, the New Times newspaper informs us of the Minister for Justice and Attorney General who has said no one will be spared in the quest for accountability. He issued the warning last Wednesday while addressing the media at the ministry's headquarters in Kigali. In next door Nigeria, the Vanguard newspaper tells us that a 23-year-old man arrested by operatives of the Edo State Police Command has disclosed that the operation was his first time in kidnapping. Steve, these are some of the information that we have from Cameroon and some African countries. De très belles informations d'ailleurs traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise et surtout africaine ce matin. On va retenir d'ailleurs la grande une des Guardian Post ce matin qui se demande d'ailleurs où sont passées toutes ces personnes, qu'est-ce que ces personnes sont devenues, ces personnes du nord-ouest et du sud-ouest qui ont fait d'ailleurs pas mal de belles choses pour le gouvernement camerounais. Ces personnes, que sont-elles devenues? C'est ça la grande interrogation, en tout cas la grande une de ce journal, et on espère tout simplement que l'élément de réponse se trouve dans les colonnes de ce quotidien d'information. Tout de suite et maintenant la langue française avec Alain Diok. À la une du quotidien Cameroun Tribune, paiement des pensions valorisées, ça ne va pas tarder. Selon le canard gouvernemental, au lendemain du décret présidentiel, les bénéficiaires saluent justement un geste d'une grande portée humanitaire, nous dit le journal. Du côté de la CNPS, où l'opération va coûter 15 milliards de francs CFA par an, le directeur général Noël Alain Olivier Mekoulou Vondoakam indique que tout est fin prêt pour le début de son application en août prochain. À lire dans les colonnes du journal La Capitale Publique, l'accès aux classes de 6e avec les établissements qui sont justement sous pression entre les parents inquiets de ne pas savoir où caser leurs enfants recalés et les chefs d'établissement contraints de respecter le quota de 50 par salle. Pas facile de trouver un consensus, nous dit le journal. Déjà, certains cherchent leur voie dans les collèges privés, peu courir, dit le journal. Et puis, la FIFA qui enquête justement sur le Cameroun pour les matchs truqués. Une soixantaine de joueurs et de dirigeants sont auditionnés depuis quelques jours du côté de la Fédération camerounaise de football, après justement le tripatouillage présumé de certaines rencontres du championnat national du Cameroun.
Le quotidien de l'économie de Thierry Écoutier nous renseigne concernant cette prévoyance sociale que 100 000 retraités sont révalorisés. En effet, le décret justement du président de la République y afférent du 8 juillet 2020 concerne justement les pensions de vieillesse, invalidité et puis du décès. Concours d'entrée en 6e, fausse note. C'est le titre qui barre la une du quotidien Mutation en parlant justement du taux d'échec particulièrement élevé suscite justement la colère des candidats et des parents. Après coup, les autorités invoquent justement la nécessité de réduire les effectifs du fait de la pandémie du coronavirus. Dans la mairie de la ville de Yaoundé, le journal Le Soir se demande s'il y a malaise justement entre multiplication des scandales et psychose qui gagnent le terrain parmi le personnel de la mairie de la ville de Yaoundé. Là-bas, les rapports entre les hauts cadres de cette institution et leurs collaborateurs semblent davantage se détériorer. Si les prestataires, quant à eux, n'y voient que du feu, plusieurs ne savent plus à quel sens se vouer, nous dit le journal. Le quotidien Le Jour s'interroge sur la prorogation de l'âge du personnel de santé. Quel impact, se demande le journal. En tout cas, dans le journal, lire l'interview d'Ella Ngongwa Emile, directeur des ressources humaines du ministère de la Santé publique. La revue du Patriote Hebdo s'intéresse aux régions du centre-sud-est et titre « Quand les élites fabriquent la pâte du déshonneur ». Le journal flaque 6 photos de ces quelques élites qui, selon le journal, brillent par l'arrogance, mesquinerie, fanfaronnade, guéguerre, fratricide et kleptomanie à outrance. Les porte-étendards des 3 parties du pays qui somnolent quand l'on s'organise ailleurs doivent désormais s'attendre donc à récolter les lauriers de cette perte d'honneur qu'elles ont réussi à acclimater malgré les appels à la raison justement de leur peuple et même de la République. Boko Haram, le bir sur les braises du défi sécuritaire, indique le journal Le Messager avec justement le questionnement sur l'efficacité de la réponse militaire du gouvernement camerounais contre justement les menaces insurrectionnelles. Direction Gabon avec justement le journal L'Union qui parle de tombée d'un Kewazingo à l'ombre donc du scandale autour de l'exploitation de Kewazingo vient donc de tomber une première condamnation, 6 mois de prison et une amende de 10 millions de francs CFA à l'encontre de Xuan Renren, ressortissant chinois de la société SKBG. En détention depuis octobre 2019, il a cependant déjà recouvré la liberté, nous dit le journal. Au Congo, les dépêches de Brazzaville nous renseignent sur le procès de Christian Roger Okemba avec justement la Cour qui rejette les exceptions soulevées par la défense. En effet, la Cour criminelle a réfuté les arguments avancés par les avocats de l'ancien maire de Brazzaville ayant plaidé pour l'annulation de la procédure engagée contre leurs clients dans l'affaire justement de détournement présumé des derniers publics. En R2 Congo, le courrier de Kinshasa nous informe que dans les manifestations anti-Malonda, il y a eu une dizaine de morts alors que le gouverneur de la ville, Jantini Gobila, avait interdit la veille toute manifestation publique du côté de Kinshasa. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS et le MLP et quelques mouvements citoyens ont décidé de braver l'interdit, nous dit le journal. Direction la France avec le journal Le Monde qui indique que la planète reste sous la menace aiguë du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé vient donc d'adresser une mise en garde. L'épidémie s'accélère et nous n'avons pas atteint le pic de la pandémie. Aux États-Unis, par exemple, le nombre de contaminations explose. Malgré justement cette situation, une partie de la population refuse les mesures de restriction, nous dit le journal. Le journal Le Figaro, quant à lui, parle des retraites. Macron qui relance la réforme seul contre tous. En effet, le chef de l'État français qui souhaite pouvoir s'inscrire à son bilan veut poursuivre les réformes des retraites. Le Premier ministre a reçu jeudi les syndicats du MEDEF et de la CGT.
ils lui ont opposé donc un refus unanime, nous dit le journal Le Figaro de ce matin. Terminons par le quotidien sportif L'Équipe qui s'intéresse justement à André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM en stage du côté du Portugal, s'est donc confié au journal L'Équipe. Il reconnaît que les avis de ses joueurs ont énormément pesé sur sa décision de rester sur le recrutement, la Ligue des Champions et la Ligue 1. Il nourrit toujours beaucoup d'espoir. Voilà, Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste, c'est en kiosque ou chez votre marchand de jour. André Villas-Boas, j'espère seulement qu'il va demeurer l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Absolument. On va revenir en tout cas avec la grande une du quotidien national gabonais, l'Union ce matin, qui nous parle de l'affaire Kevanzingo. Il faut préciser par ailleurs, pour la lanterne de nos téléspectateurs, que c'était en mars 2018, 353 conteneurs remplis de bois très précieux qu'on appelle le Kevanzingo ont disparu tout simplement du port de Wendo. On se pose la question de savoir comment est-ce que 353 conteneurs ont pu disparaître d'un port. Je me rappelle encore de cette histoire, on l'avait traitée encore il y a quelques années. Et quand je vois maintenant que, il y a des têtes qui sont tombées, et enfin, qui commencent à tomber, ça il faut préciser, parce que jusque-là on ne comprend pas. 350 conteneurs qui disparaissent comme ça du jour au lendemain d'un port. In a seaport that is heavily guarded, that cannot leave. It's not as if something you take and pocket it. Je ne vous parle pas d'un conteneur. Je vous parle de 353 conteneurs. 353 containers. Not as if you can take and pocket it and then walk away. Ce n'est pas un truc que vous mettez dans votre poche. Ce n'est pas quelque chose que vous mettez dans l'eau. Ce n'est pas des graines de riz. Mais je vous parle d'une histoire de mars 2018 où 353 conteneurs ont disparu un soir, une nuit, comme ça, sans crier gare. Steve, I think it is even longer. Et since ces conteneurs étaient remplis de bois précieux qu'on appelle le Kevanzingo, justement. Since 2008, if we are talking of the first culprits only now, I think it is too late. Because from 2018, we should have rounded up all those who were in the port that very evening and take them. They will tell us who signed for the ship to leave. Because when we talk of containers, they left in a vessel. How did that vessel leave? Who signed the vessel? Who loaded the vessel? These are things, the questions that you don't even need a lawyer to ask these questions. These are simple questions that you just need to, sentence, ask. Je pensais que l'affaire était déjà terminée parce que quand je revois encore la grande une de l'Union ce matin, ça me coupe le souffle. Voilà pourquoi je reviens sur le sujet. Oui, absolument, l'affaire n'est pas terminée. Vous savez qu'on a indexé un Chinois au nom de Ruan Ren. Qui serait justement au départ, il avait toujours été indexé. Oui, et puis, on lui a demandé justement de payer une amende de 100 millions de francs CFA. Et justement, il a encouru 6 mois de prison ferme. Et donc, ce qu'il faut relever... 100 millions de francs CFA, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, les autorités commencent à comprendre que il y a du précieux dans la forêt et que c'est pas à qui mieux. Maintenant, il y a autre chose. La complicité, je dis toujours que même si les autres viennent nous piller, c'est souvent avec la complicité des locaux. Alors, il faut, je pense que la sensibilisation, ce n'est plus le moment de la sensibilisation pour moi. Je pense que maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que si un ressortissant gabonais ou alors camerounais, quelle que soit la partie du pays, je pense que là maintenant, il faut frapper du poing sur la table. C'est-à-dire que si un indélicat essaye d'être complice d'une telle forfaiture, je pense que là, il mérite également la prison. Parce que si on y va enquêter dans cette affaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des ressortissants gabonais là-dedans. Oui, il y a des ressortissants gabonais dedans. Donc je pense que les dirigeants africains doivent maintenant justement sévir contre ceux-là qui sont complices du pillage de l'Afrique. Je pense que c'est ça qu'il faut relever ce matin. On ne va pas également oublier que le Kevanzingo, je vous rappelle, c'est un bois très, très précieux. Excessivement précieux. D'ailleurs, on ne comprend pas comment est-ce qu'une telle chose a pu se dérouler en mars 2018 où 353 conteneurs disparaissent comme ça du port d'Owendo. Moi, je pose sur la question, c'est depuis... Today, they don't know where they went. On ne sait pas où sont allés les 353 conteneurs. Voilà les choses qui se font souvent sur le continent africain. Je reviens avec vous avec la grande une de Guardian Post, ces personnes qui ont fait de belles journées ou alors de beaux jours dans le sud-ouest et le nord-ouest. Le journal se demande ce qu'elles sont devenues. Where are they? What have become of them? There are about 20 of them. Où, qu'est-ce qu'elles sont fait? Yes, and the paper raised figures like Honorable Akonte Andrew
Peter Betty, John Binde, Oui. Abed Tagende, he has been a one-time government delegate in Bamenda. Humphrey Ekema Monono, he has been one-time GCE registrar, the GCE board. Philip Ngolengwese, he has one time been a minister delegate in Cameroon. And there are also Honorable Rose Abuna, Professor Elizabeth Tamanjong, and a host of them. Where have they gone to? Honorable Livinos Njua, all of them. Where have they gone to over this period? Because since this crisis started... Tamanjong, je pense qu'elle avait été rectrice du côté de l'université de Boya. Yes, Professor Elizabeth Tamanjong. Oui. Since then, nobody knows. Elle a créé pas mal de problèmes de ce côté-là. Hein. Actually. On se rappelle that is why the paper refers to them as 20 prominent Anglophones who made history. Making history could either be positive or negative. Yes, and so, but the thing is, they have been so quiet, so silent that nobody hears of them. We don't know whether they are Pendant in Cameroon. la crise du nord-ouest et du sud-ouest, on ne le voit pas. We don't know whether they are in Cameroon or out of Cameroon, or they are already IDPs in other parts of the country. That's why the paper raised the worry this morning, asking where are they, what have become of them. Où sont-ils et que sont-ils devenus? Ça nous rappelle un peu l'émission qui se passait à la télévision nationale QSD. Que sont-ils devenus? Et pendant ce temps, eh bien, le Cameroun Tribune nous dit, commençons déjà par l'économie, prévoyance sociale, qui nous fait savoir que 100 000 retraités seront revalorisés. Oui, je crois que l'information est traitée depuis le début de la semaine. Oui, début de la semaine, mais on en parlait déjà dans les chaumières. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que... on passe sur les 100 000 personnes pour le journal, c'est 100 000 personnes seulement. C'est ce que je me pose comme... Est-ce qu'il y a seulement 100 000 retraités? C'est ça la grande... Parce que une opération... Au départ, parce que l'information de départ était qu'on revalorisait de 20% les retraités. Voilà. Maintenant, vous nous faites savoir déjà avec ce journal L'économie ce matin que c'est 100 000 précisions faites. Absolument. Et donc, je me réfère sur ce que le quotidien gouvernemental vient de dire. C'est-à-dire, l'acte du président est d'une portée humanitaire. Les mots sont choisis. Alors, est-ce que au Cameroun, il existe seulement 100 000 retraités? Évidemment, il y aura des frustrés. C'est ça la grande... Et maintenant, quelle est donc justement la véracité des mots de ce quotidien en disant qu'une portée humanitaire, puisqu'il y aura des gens qui vont être frustrés. Bon, peut-être parce qu'on va calculer sur ces personnes qui ont souvent 25 000, 35 000 what is the criteria or criterion being used to select them? Because you cannot tell me that there are 100,000... What is the... Pourquoi? So when you look at the basis of selection, you don't see it. 100 000 seulement. Bon, vous nous avez fait savoir déjà en début de semaine que c'était 20% pour tous les retraités. Aujourd'hui, on nous fait savoir que c'est 100 000 retraités revalorisés. Mais pendant ce temps, le quotidien national camerounais nous dit tout simplement que ça ne va pas tarder, justement, le paiement de ces pensions qui ont été revalorisées. When you look at what the Director General, Alem Kulu, says, it will begin, that everything is almost ready, that it will begin from next month, August. Dans le mois d'août. Yes, and the paper tells us that it will cost about 15 billion francs CFA a year for CNPS of National Social Insurance 50 milliards. 15 milliards. 15, yes. Yes, for them, a year, for them to handle or treat this 100,000 because their pension has been increased by 20%. So it's an additional expenditure for the National Social Insurance. 15 milliards de francs CFA chaque année yes. Pour justement la revalorisation of this 100,000 pour ces 100 000 civil servants. Bon, on espère tout simplement que le calcul, en tout cas nos confrères vont continuer à travailler encore là-dessus, ils vont nous donner la bonne information. On saura bien quelles sont les personnes qui ont été concernées. Je pense même que peut-être dans les journaux, on pourrait avoir justement cette information ce matin. Et pendant ce temps, le quotidien Mutation, journal cher à mon cœur, concours d'entrée en 6e, fausse note. C'est le titre en tout cas de ce quotidien ce matin. Note. Justement avec, vous savez que... Le journal fait savoir qu'apparemment il y a un gros problème de notes... Oui, absolument. Et concernant justement la rentrée scolaire, vous savez que le ministre vient de dire justement que au niveau de la classe des 6e, il faut respecter le quota de 50 élèves. Maintenant, il y a un autre problème qui revient parce que on a constaté que justement beaucoup d'enfants n'ont pas réussi justement. Il y a eu beaucoup de recalés et justement le taux est beaucoup plus élevé. Comment on fait en ce moment? Et voici l'acte... Je comprends pas, le taux est élevé. Quel taux est élevé en ce moment-là? Non, le taux de recalé, c'est-à-dire des redoublants. Ah, d'accord. Le taux de recalé est élevé. Maintenant, comment on fait en ce moment? Disons que l'acte du ministre est celui de justement permettre que respecter un certain nombre de quotas. Maintenant,
ça va même susciter encore beaucoup de choses. Parce que là, en ce moment, mais c'est pas n'importe qui va entrer en 6e. Ils vont même limiter, ils vont même vendre peut-être la place maintenant à 500 000. Maintenant, parce que ça va être très, très, très compliqué. Là, maintenant, ça leur permet maintenant de faire justement leur gombo, comme on dit au quartier. Parce que ça va être très, 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 très compliqué. Les classes sont encore presque pleines. Comment on fait? Ceux qui vont venir, on va même... Puisque beaucoup n'ont pas réussi, bon, je pense quand même qu'il y a pas mal de personnes qui... Et c'est vrai aussi que... On espère également qu'il n'y a pas eu beaucoup au niveau des résultats, c'était aussi limité du concours entré en 6e. Mais je vous assure que ce quota, ne sera pas respecté. Moi, le problème est le suivant. La remarque que j'ai faite, c'est qu'on a fait le concours. Le lendemain, on a eu des résultats. Steve, it is like in Cameroon here. I tend to ask donc, c'était faisable déjà au départ. That is les années the rate at which it was marked so fast. You think how many candidates? Pourquoi est-ce qu'on prenait tout le temps de faire un mois, justement, alors que cette année, moins de 48 heures, on avait les résultats? En réalité, moi, le concours, j'avais fait justement... je faisais justement les concours, comment on appelle, les concours blancs. Je n'avais pas fait le concours, mais justement, après le concours, on donnait les résultats. Peut-être une semaine, ça ne faisait pas une semaine. Et disons que si aujourd'hui on arrive à le faire en 24 heures ou bien 48 heures. En 2 jours à 48 heures, c'est déjà une bonne chose. Je pense qu'il est important que lorsque les enfants, par exemple, ceux qui quittent de l'école primaire pour le secondaire, il faut déjà que le parent puisse être fixé pour que justement il commence à prendre des mesures. Sûrement, peut-être cette fois-ci on a pris seulement les meilleurs. Hein. On a peut-être pris les meilleurs, justement les meilleurs. C'était serré parce qu'il fallait avoir au moins 12 de moyenne. Ça, il y a un enseignant qui m'a confié cela. Il fallait avoir au moins 12 de moyenne pour justement avoir ce concours d'entrée. When I listen to it, it does not make sense at the time when we are struggling to catch up with with classes because of the coronavirus pandemic, and then the education authorities decide to raise the pass mark to 12. I would rather think that this is even the time to drop it because classes have not been regular. With the psychological defeat that candidates have justement had, parce que les enfants n'ont même pas fréquenté 4 mois. Actually, and then you expect them to have such high score. It's like a program failure that we want them to fail. Those people who did not even study, you want them to have a pass mark of 12 over 20. It does not make sense. I think that we should be talking of, in some countries, this academic year has completely been cancelled. I take, for example, Kenya. Kenya completely said schools will resume in January 2021 and called on schools to refund the school fees that were paid for this year, which means there have been no school this year. So for them, schools will only reopen in... Et vous pensez qu'au Cameroun aujourd'hui, si vous demandez à ces établissements de rembourser la scolarité des parents, nothing that is if it can be possible. Cameroonians do not drop from space. If it can be possible in Kenya, it can be possible in this country. It needs only the will. Je serais content comme on rembourse l'argent. Of course, if it can be possible, then why not here? Mais Steve, le problème dont nous évoquons ce matin, pour régler cela, on devait... Puisque quand on regarde nos écoles, il n'y a pas assez de salles de classe. Puisque s'il y avait plusieurs salles de classe, on pouvait peut-être... Est-ce que vous savez que jusqu'à mon conseil, il y a des établissements qui retiennent les bulletins des enfants because they have not finished school parce qu'ils n'ont pas fini. Whereas they have not gone to school. Alors que ces enfants n'ont pas été, ils ne sont pas à l'école. Mais c'est une injustice incroyable. C'est quand même épatant. C'est incroyable. Parce qu'il y a des parents qui sont venus me voir il y a quelques jours me dire on retient carrément le bulletin de leur enfant. Et surtout les écoles privées. Ils n'ont pas fini. Private schools. Alors que les enfants n'ont pas fréquenté. Ils ne payent même pas leurs enseignants. Ils ne payent pas les enseignants. Ils ne laissent pas les bulletins aux parents. Alors que les enfants n'ont même pas fait 4 mois d'école. C'est quand même bizarre. So that's why I'm saying that if it's happening in some other countries, it can happen in Cameroon. Steve, in some other countries, they have not gone to school. Nigeria, Lagos State. Je pense que c'est en février que les enfants ne sont plus à l'école. Yes. In Nigeria, Lagos State refuse. L'école finit au Cameroun en quel mois? En juin. En juin. Yes. Vous n'avez pas me dit qu'en février tous les programmes étaient déjà terminés? No, it is not possible, Steve. If all were finished, then why did they go back to school in June? Because they would have said everything is finished. We just write exams. Ce qui est vraiment grave. Et pendant ce temps, ces établissements privés ont pris l'initiative de garder les bulletins des enfants et ce sont les parents qui trinquent cette fois-ci parce qu'ils sont obligés de revoir encore l'année prochaine ce qu'ils vont devoir faire justement pour leur progéniture. En période exceptionnelle, il faut aussi des mesures exceptionnelles. Il faut que ces chefs d'établissement comprennent que nous sommes en période exceptionnelle. Il faut aussi prendre des mesures exceptionnelles. Nous savons qu'ils sont là parce qu'ils veulent aussi faire grandir leur école, mais il faut revenir un peu à la raison.
Vous ne pouvez pas imposer à un parent que son enfant qui n'a pas fini une année scolaire, vous lui demandez de payer, même si les autres, vous pouvez avoir la chance que les autres ont terminé justement leur pension. Il y a également ce côté que je souligne d'ailleurs ici, il y a quelques jours. C'est très important, mais comme je l'ai dit, à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il faut que les gens comprennent cela et revenir un peu à la raison. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Merci à Mangue Venasius et à vous, Alain Diok. On espère qu'on va se revoir lundi prochain. Passez un bon week-end déjà. J'espère qu'il commencera très bien votre week-end. Merci. Tout de suite et maintenant, la chronique de Hervé Mokri. Hervé Mokri, bonjour et bon début de week-end. Merci Steve. Comment allez-vous? C'est bien, un week-end qui s'annonce très pluvieux dans la ville de Douala. Oui, vous êtes le père de la météo, donc forcément vous avez toujours une idée. Vous avez une idée forcément de la météo pour ce week-end. Donc il va pleuvoir alors? Il va pleuvoir. Ça a été annoncé hier soir d'ailleurs. Ah d'accord. Tout le long du week-end, on aura la pluie. On aura la pluie. Bon, on espère seulement qu'on pourra rester à la maison. Suffisamment arrosé. Eh bien, votre chronique de ce jour revient sur la rareté des cartes nationales d'identité et surtout des passeports. Je commencerai déjà par vous demander si vous en avez une carte d'identité. Oui, j'en ai une. Ça, c'est votre chance. Vous êtes parmi les chanceux. Je crois que il y avait Nasus, ils disent oui. Bon, Biaz, lui, il a un récipicé. Non, il y a Alain qui vous dit non. Ah, bon, voilà déjà. Il y en a ici. Bon, nous sommes peut-être 5 ou 6. Bon, ils sont nombreux là. Ils sont nombreux qui ont reçu un cachet ad vitam aeternam. Voilà, vous avez tout compris. Alors, nous aimons notre beau pays. Enfin, certains, il faut le reconnaître. Non, nous aimons notre pays. Nous chérissons notre terre chérie parce que doté d'une richesse incommensurable, le Cameroun nous rend heureux, il faut le reconnaître, mais certains Camerounais nous rendent malheureux. À cause de cela, nous perdons cette fierté de brandir notre carte nationale d'identité et notre passeport. Non pas parce que ces documents font honte, mais parce que bon nombre de Camerounais ne sont pas en possession de leur carte nationale d'identité ou de leur passeport. Non pas par négligence, davantage à cause de lenteurs administratives et surtout de la rareté de ces documents. La situation est d'autant plus préoccupante que face à l'insécurité grandissante dans le pays, des contrôles inopinés et même des rafles sont effectués dans les quartiers, notamment de la ville de Yaoundé. Et c'est devenu vraiment fréquent, ces contrôles et ces rafles. De nombreux compatriotes sont conduits ipso facto dans des cellules faute de papier d'identification. 2 ans que dure cette dure réalité et on est encore loin de sortir de l'auberge en dépit des assurances des autorités en charge de la délivrance des documents qui par ailleurs indexent également des réseaux mafieux. Aujourd'hui, obtenir la carte nationale d'identité, le passeport, c'est la croix et la bannière. À cause, dit-on, de la pénurie des talons, une situation qui expose donc les Camerounais aux extorsions et arnaques. Que de plaintes enregistrées ces derniers temps. C'est à se demander pourquoi rien n'est normal dans notre pays. Commençons par la carte nationale d'identité. C'est la longue attente pour l'obtention du précieux, on va désormais le dire, du précieux sésame. L'impression qu'on a est que de plus le temps passe, plus la situation s'empire et s'enlise. Rien ne laisse présager une issue certaine dans les prochains mois. Raison évoquée, je vous le disais un tout petit peu tout à l'heure, l'absence de matériel pour produire les cartes nationales d'identité. Les demandes s'accumulent dans les commissariats, mais à côté du manque de matériel, relevons aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger, le changement d'opérateur en charge de l'établissement des cartes nationales d'identité. Ne nous interrogeons pas sur les raisons de ce changement d'opérateur, tant il existe une opacité dans la gestion de ce dossier, d'où son blocage. Rappelez-moi tout à l'heure, on en parlera après cette chronique, Steve. Tout est donc au point de mort dans la délivrance de la carte nationale d'identité. Mais si les usagers souffrent, certains hauts gradés de la police se lèchent les babines, n'ayons pas peur de le dire, parce qu'ils tirent les marrons du feu. Comprenons-nous très bien. S'il est impossible d'établir des cartes nationales d'identité,
C'est le cas avec les cartes de séjour. Et tenez-vous tranquille, pour ce qui est des cartes de séjour, c'est ce chiffre en milliards de francs CFA. Les milliards aussi, on les récolte dans la délivrance des passeports. Le prix du passeport est officiellement fixé à 75 000 Ce n'est francs. plus à 54 000. Bon, c'est 75 000 francs CFA. Non, ok. Pour un passeport Pas de normal, on va maintenant vous le délivrer après 6 mois. Alors, vous pouvez également donner 200 000 francs pour un passeport express délivré en un mois après le dépôt. Parfois en 24 heures. En 24 heures. Il y a également un autre passeport. Vous donnez 300 000 francs CFA pour un passeport Express Pro. Et là, vous l'avez, une affaire d'heure. De nombreux Camerounais d'ici comme de la diaspora saignent donc pour avoir le précieux document. Vous pouvez donc débourser un montant de 300 000 francs pour un passeport qui, par la suite, va même s'avérer faux. Ici, comme pour la carte nationale d'identité, c'est-à-dire pour le passeport comme pour la carte nationale d'identité, oui. se pose un problème de pénurie de talons du fait du changement également de l'opérateur. En 2019, l'entreprise britannique avec laquelle le gouvernement était en partenariat depuis plus de 40 ans a donc cédé la partie production à une autre entreprise. Alors, selon certaines sources, la nouvelle entreprise qui doit traiter avec le Cameroun se doit de faire un audit avant de pouvoir reprendre les actifs et le passif de l'ancienne structure. Mais soyons réalistes, 2 ans pour faire un audit, peut-être je n'en sais rien, alors qu'il y a des urgences. Le Cameroun, ou alors le gouvernement camerounais, est-il condamné à entretenir cette relation avec cette entreprise? Ne sommes-nous pas en mesure de mettre sur pied ici, même au Cameroun, une entreprise de la sorte pour éviter de pareils désagréments? Non, ça ne sent vraiment pas du tout bon. L'opacité qui entoure ce partenariat, n'est-ce pas, nous confond et nous laisse un tout petit peu dubitatifs. Alors, il faut tout de même rappeler qu'entre-temps, des milliers de Camerounais sont bloqués dans leur mouvement. Ceux de la diaspora, n'en parlons plus. Ils vivent un véritable calvaire lorsque leur passeport arrive à expiration. Difficile de renouveler la carte de séjour, impossible de voyager. D'ailleurs, pas plus tard, celle qui m'a d'ailleurs amené à m'inspirer du sujet, une dame qui est arrivée en fin de semaine dernière pour assister aux obsèques de sa fille, me confie encore qu'elle a dû débourser 450 000 francs CFA, n'est-ce pas, pour obtenir son passeport. La pauvre infirmière n'avait pas de choix. On va même dire que notre pays, c'est vraiment un très grand pays, il faut le reconnaître. En tout cas, ne pas avoir le choix, c'est toujours faire un choix. Hervé Moukouri, 450 000 francs pour avoir un passeport au Cameroun, ça commence à être un gros problème. Comme elle a de la diaspora, on a dit on va vraiment te faire... Et comme c'était une urgence, elle voulait vraiment ça en urgence, on a dit bon, on va d'abord te faire sortir un peu de sang pour que... Mais elle a dû le faire parce qu'elle tenait à être là. D'abord, elle a été bloquée par le Covid, la Covid-19, et ensuite maintenant, son passeport est arrivé à expiration. On lui a dit bon, madame, il va devoir mettre le paquet. Elle a dû mettre le paquet. Le problème, c'est que ma première carte nationale d'identité, je pense l'avoir eu en 1999. Et je suis arrivé au poste de police. C'était le même soir que j'ai eu cette carte. Voilà. Il fallait que je sois revenu l'après-midi pour avoir ma carte nationale d'identité. Et à cette époque, il y avait des calligraphes extraordinaires dans les postes d'identification. Et il suffisait juste, on vous prend votre taille, votre poids et tout ce qui va avec une tâche. Et le mec, il a assis, il vous la met avec une écriture extraordinaire. Vous reveniez aux alentours de 13h, on vous tendait votre carte nationale d'identité. Pourquoi nous embêter alors qu'il y a encore le papier, le carton qu'on pouvait faire? C'est autant de choses. Il suffisait juste d'une photo et tout y était. On avait notre carte nationale d'identité. Pourquoi se compliquer à revenir au numérique si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas. Jusqu'à preuve de contraire, c'est toujours le papier. Il faut aller le faire ailleurs, en Grande-Bretagne, pour avoir... C'est quand même grave. C'est assez grave. Je vous parlais tout à l'heure d'un problème d'opérateur. Je me souviens que mon beau-frère, c'était dans les années 99-2000, très très grand informaticien, l'un des meilleurs d'ailleurs. Avant de décéder, il travaillait à l'Union européenne. Alors c'est quelqu'un qui était une tête qu'on recherchait vraiment en Europe. Et il vient au Cameroun en 99, je me souviens très bien,
proposer justement cette histoire de passeport numérique. Ils sont nombreux, les Camerounais, qui peuvent le faire. Ils sont encore là. Il était parmi les premières personnes au Cameroun à proposer cela. Alors il est venu, on a tourné, comme vous savez, l'administration camerounaise, tourné. Il a aussi dépensé beaucoup d'argent. On a dit, il faut voir tel, tu donnes quelque chose. Comment? C'est le Cameroun, hein? Il donne. Finalement, découragé, il est rentré. Il ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Bon, c'est quelqu'un que, quand il est rentré d'ailleurs, l'Union européenne cherchait vraiment de bonnes têtes pareilles. On a dit, monsieur, venez. Et puis, il est décédé très très jeune. Voilà des gens qu'on a perdus dans ce pays et qui pouvaient être de l'expertise, il y en a au Cameroun. Ne vous inquiétez pas pour ça. Beaucoup. Il y a des Camerounais, des nationaux. Et je vous dis qu'ils n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais mis un pied à l'extérieur, mais qui peuvent vous faire une carte nationale d'identité avec une dextérité extraordinaire. Et je comprends pas pourquoi. Mieux même que ce qui vient de l'autre côté. D'ailleurs, pour la nouvelle carte nationale d'identité, pour information, elle se brise. Voilà, en plus. Comme, je ne sais même pas comment je vais vous dire. La mienne, comme un biscuit. Un biscuit. Je vous dis qu'actuellement, la mienne, elle est brisée. Ça, il ne faut pas se leurrer, les nouvelles cartes nationales d'identité. Vous voyez donc. J'ai été obligé de chercher le glue. Merci beaucoup, Hervé Moukouri, d'avoir été là ce matin pour cette chronique. Mesdames, messieurs, dans un instant, nous avons nos invités pour le débat avec Christelle Fang, Albert Anatolaï, Thierry Pépin Bikaï, Dr Yam Timba Dominique pour le débat. Et bien sûr, le sujet sera tout à l'heure. Avons-nous une culture scientifique suffisante pour nous développer? Sinon, que faire pour en acquérir? Eh bien, mes invités sont déjà là. En tout cas, 2 sont déjà parmi nous ce matin. André Christelle Fanga, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur Josselangos, merci de m'avoir invité. Bonjour aux téléspectateurs de DBS Matin. Ravi encore de partager ce plateau avec vous et avec tous les techniciens et toute la galaxie qui nous regarde, parce que DBS Matin est devenu comme un petit déjeuner matinal et ça fait que les gens ne peuvent plus s'en passer. Je crois que nous allons de gloire en gloire, comme le dit l'Éternel. Merci de m'avoir invité et bon débat à nous encore ce vendredi. Et nous, on va vous souhaiter justement bon début de semaine, en fait, bon début de week-end, parce que là, j'ai l'impression que je suis encore en semaine. Bon début de week-end à vous. J'insiste encore sur la semaine, c'est pas pourquoi. Albert Anatolaï, ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je pensais que vous êtes en début de semaine parce qu'il pleut ce vendredi comme il pleuvait le lundi dernier, ça il faut le dire également. Je salue tous les fan clubs, n'est-ce pas, de DBS Matin, qui est devenu un programme culte, le programme matinal culte pour beaucoup de Camerounais. Et je salue particulièrement tous ceux-là qui, à longueur de journée, nous écoutent, prennent leur temps pour essayer de nous encourager dans ce que nous faisons. Mon coup de gueule ce matin, eh bien, le Cameroun peut-il opter pour le protectionnisme économique? En tout cas, c'est ce que pense le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Oui, lors de son adresse hier au terme, n'est-ce pas, de la session parlementaire du mois de juin, il a fait un plaidoyer dans ce sens. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est que pour qu'on parle de protectionnisme économique, il faut déjà que nous ayons un outil de production qui va pouvoir nous permettre justement d'être compétitifs, qui va nous permettre d'industrialiser nos matières premières qui sont exportées. Il va falloir qu'on n'importe plus. Il va falloir que nous ayons la norme, que nous puissions respecter les normes. Il va falloir que nous puissions nationaliser les entreprises que nous avons bradées entre les mains des multinationales qui nous offrent un pied de service à l'image, n'est-ce pas, des Néo, à l'image, n'est-ce pas, des Camrail, pour ne citer que ces deux-là, par exemple. Donc je pense qu'à l'image, par exemple, des VCAM aussi. Donc je pense que c'est un projet, c'est un rêve, que n'est-ce pas, de s'engager dans une politique de protectionnisme économique, mais cependant, le chemin est long. Le chemin est réellement long. Nous allons également dire bonjour à Valère Kwekam, qui s'occupe justement, l'un des présidents des fan clubs DBS Matin, qui nous regarde d'ailleurs tous les matins avec tout son beau monde. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, tout de suite maintenant, voici le débat. En attendant nos autres invités, nous entrons justement dans le débat ce matin et la grande interrogation, avons-nous une culture scientifique suffisante pour nous développer? Sinon, que faire pour en acquérir? Il faut préciser par ailleurs que la mise
en place par l'Institut de recherche pour le développement d'un programme de promotion de la culture scientifique et technique dans 10 pays africains a permis de mettre en évidence les attentes des populations, mais également les faiblesses structurelles dans ce domaine. L'une des responsables de ce projet dresse le bilan de cette opération qui, malgré les difficultés constatées, laisse entrevoir des possibilités futures pour développement et surtout pour les initiatives en faveur de la diffusion de la culture scientifique et technique en Afrique entière, il faut le dire, hein. On parle de l'Afrique tout entière. Le lancement du programme PCST s'est fondé sur le constat de la profonde fracture qui existe aujourd'hui entre la science et la société en Afrique subsaharienne, tel que le décrit d'ailleurs sans ambiguïté le sociologue camerounais Jean-Marc Ella, et déclare: la science est loin d'être au centre des préoccupations actuelles des sociétés africaines. Dans la tourmente qui frappe le continent noir, les nouvelles générations doutent de l'utilité même de la science. Elles se demandent et surtout se posent pas mal de questions. À quoi elle sert si elle n'est pas un luxe face aux urgences de survie du quotidien? Au-delà des laboratoires et des campus, il faut bien reconnaître que l'image de la science et de la recherche pose aujourd'hui un problème fondamental en Afrique, bien plus qu'ailleurs. À l'évidence, cette image est bien floue, voire effacée. Tout donne l'impression qu'on peut parfaitement s'en passer dans la mesure même où l'on ne sait pas très bien ce qu'il représente. Albert Anatola ici. Écoutez, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la vision de, n'est-ce pas, de Jean-Marc Ella, parce que le penché, ça veut donc dire que, par exemple, le Nigeria à côté, qui à une période de son histoire économique, fabriquait, n'est-ce pas, les véhicules de marque Peugeot 504. Donc je pense que nous avons la science est au service de l'Afrique. La science, il y a des hommes de science, c'est vrai, on peut dire embryonnaire entre guillemets, mais ce n'est pas ambigu de le dire comme ça. Non, c'est pas ambigu du tout, parce que nous avons, si vous pouvez faire, n'est-ce pas, l'inventaire de notre diaspora qui est utilisée dans les entreprises étrangères, notamment en Occident, aux États-Unis, ou bien dans les hôpitaux, dans, n'est-ce pas, dans les secteurs très fermés de l'intelligentsia, n'est-ce pas, vous voulez certainement changer d'avis. En fait, moi, je pense que ce qui pose problème, en fait, c'est que il faut réorienter certaines filières. Parce que par le passé, nous avions, dans le contexte camerounais que je connais mieux, nous n'avions pas, n'est-ce pas, des filières, nous n'avions pas des filières spécialisantes. Professionnalisantes. Oui, professionnalisantes, autant pour moi, voilà. Spécialisantes, nous n'en avions pas du tout. Maintenant, depuis la réforme qui est intervenue, je crois, il y a un peu plus de 2 ans, maintenant, nous avons des filières professionnalisantes qui permettent aux étudiants et même aux élèves, parce qu'il y a aussi dans les lycées, vous avez les lycées techniques, ces enfants dans les écoles de formation professionnelle, vous avez ces enfants-là qui font des choses extraordinaires. Nous avons pu le constater n'est-ce pas, pendant cette pandémie de Covid-19, c'est-à-dire que justement la science est là. Si également nous continuons de penser que nous sommes éloignés de la science, c'est dire que par exemple l'école nationale polytechnique, par exemple de Yaoundé, n'est-ce pas, forme les cancres. Or, nous savons tous que la plupart de nos meilleurs ingénieurs sortent, n'est-ce pas, de ces grandes écoles prestigieuses. Ce qui pose problème, c'est l'usage d'abord de ces intelligences qui sortent de là, parce que très souvent, ils sont formés, mais il n'y a pas de débouché sur le marché local, sur le temps qu'il y a une sorte d'étroitesse au niveau de l'offre de l'emploi. La seconde chose qu'il faut également préciser, c'est que la plupart des opérateurs de téléphonie mobile qui opèrent sur le national camerounais, non seulement au Cameroun, mais sur le continent africain, utilisent une main-d'œuvre locale, c'est-à-dire des intelligences. Je peux quand même vous dire que la plupart des inventeurs des services d'intelligence, par exemple d'Orange Money sans publicité ou bien de MTN, ce sont des Camerounais, ce sont des nationaux qui ont eu en entreprise ce qu'ils appellent là-bas, n'est-ce pas, les brevets d'invention en entreprise. Malheureusement, nous avons souvent le sentiment que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est plus intéressant. Paradoxalement, ces intelligences sont très sollicitées, pour certains à la NASA, pour d'autres au Pentagone, pour d'autres dans les services d'intelligence, soit français ou britanniques. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même, c'est un créneau qu'il faut absolument explorer. Aujourd'hui, pour un continent, un pays qui a des ambitions d'émergence, je pense qu'il est important de former davantage de scientifiques. Nous avons également connu la limite justement de cette politique
n'est-ce pas, de spécialisation, si vous voulez, de professionnalisation, avec l'arrivée, n'est-ce pas, de la pandémie Covid-19, où nous sommes rendus compte que, en fait, nous étions pratiquement au même niveau de prise en charge ou bien d'engagement scientifique. Oui. Parce que en France, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, où nous pensions que là-bas, les hôpitaux, je veux dire, le plateau technique était des plus pointus, on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient relativement les mêmes problèmes que nous, mais à des degrés divers. Quoi qu'il en soit, moi je pense que nous avons besoin justement de la science. Je ne parle pas de la science théorique. Je parle de la science à la fois théorique et pratique. C'est que tout le temps, je vous parle dans le cadre de cette tribune de ce que j'appelle la recherche fondamentale et la recherche appliquée, parce que il y a beaucoup de filières malheureusement qu'on n'a pas encore dans le contexte africain. Par exemple, la recherche spatiale, entre autres. La recherche moléculaire, nous avons des Camerounais, nous avons des Africains qui sont dans ce domaine, mais quand vous parlez de la recherche moléculaire, ça va servir à quoi dans un continent comme l'Afrique? Moi, je pense que nous avons des intelligents, mais ce qui pose encore problème, comme toujours, c'est un problème de volonté politique. André Guissel Fangavo également, vous êtes d'accord que jusqu'à preuve de contraire, l'Afrique a une culture scientifique suffisante pour se développer? Bien sûr, l'Afrique a une culture scientifique pour se développer. Je pense qu'il faut juste l'accompagner et mieux la valoriser. Parce que les chocs culturels ont apporté une différenciation entre les différentes méthodes scientifiques. Parce que quand on parle de science ici, les gens pensent seulement qu'à la science occidentale qui est mieux médiatisée, mieux organisée et tout le reste. Et c'est cette science-là qui est plus valorisée. Parce que vous vous posez la question, la science intervient dans plusieurs domaines, dans plusieurs aspects, que ce soit sur le domaine sanitaire, le domaine industriel, la science intervient sur tous ces aspects-là. Mais aujourd'hui, comme nous n'avons pas valorisé la science africaine, ou bien camerounaise, comme nous sommes au Cameroun et nous parlons plus du Cameroun, on n'a pas valorisé cette science-là. Parce que quand vous allez regarder au fond, vous allez retrouver que parfois on est même plus performant que ce que l'Europe est en train de faire. Regardez un peu, je vous prends un exemple comme le chantier naval. À l'époque où le monsieur Forgindam était le directeur général justement de la CNIC. Voilà, qui était directeur général. D'abord, une société qui se portait très bien, en matière d'emploi, en matière financière, en matière technique. Vous avez vu que le chantier naval avait atteint un niveau où, s'il continuait, il allait être la deuxième société mondiale de réparation de bateaux. Et de conception même des bateaux, parce qu'ils avaient déjà atteint le niveau de la conception oui, de la fabrication des bateaux. Donc vous comprenez, après le chantier naval d'Amsterdam en Hollande, ça devait être le Cameroun. Mais vous voyez que cette entreprise a été tuée parce que justement, il ne fallait pas qu'elle rivalise avec peut-être celle de Marseille, celle de peut-être la déviation qui se fait en Côte d'Ivoire avec ces petites réparations. Donc, vous comprenez que l'expertise était 100% camerounaise. Oui. Donc, vous comprenez qu'il y a du potentiel. Il y a la capacité scientifique à faire des choses extrêmement importantes. Albert parlait tout à l'heure du domaine de la télécommunication. Vous savez que Camtel devait être privatisé depuis longtemps. Parce qu'on a fait croire que non, les Camerounais sont incapables de gérer une société de téléphonie ou bien de faire des choses de télécommunication. Mais l'ingénieur David Nkoto-Eman, ancien directeur général de Camtel, a prouvé par A plus B que mais non, c'est possible de faire des choses que les autres. La preuve en est, tout le personnel, la plupart des ingénieurs camerounais qui travaillent aujourd'hui, que ce soit à MTN, que ce soit à Orange, oui, sont les produits de Camtel qui ont été, parce que bon, on a voulu dévaloriser cette entreprise, on a voulu dévaloriser l'expertise camerounaise et ils ont été recrutés. En fait, on fait la pêche en eau trouble, on trouble de l'autre côté pour mieux
à payer ces professionnels-là. Donc, vous comprenez que s'il faut parler de culture scientifique au Cameroun et en Afrique, il y en a des milliers et des milliers de tonnes. Et la preuve en est, la plupart de tous ceux qui étaient au niveau de l'Occident ont été des meilleurs dans leur école, au devant de certains, la peau blanche, de ceux qui ont la peau blanche. Vous comprenez un peu? Parce que si vous regardez au Cameroun, il y a plein d'ingénieurs, il y a plein de techniciens, il y a plein de polytechniciens, il y a plusieurs grands cadres qui ont fait leurs preuves au niveau mondial et au niveau africain, qui ont prouvé que la science est possible. Nous avons la culture de la science. Maintenant, dans le domaine médical, vous avez des recherches qui ont été faites, ce qui est dans le domaine médical, qui ont prouvé à la face du monde. Le professeur Anomango, qui est décédé il y a de cela quelque temps, a prouvé qu'il pouvait guérir le sida. Vous comprenez pas, avec son fameux produit qu'on appelait le Vanivax à l'époque. Mais ça n'a pas été reconnu. On a tout fait pour empêcher que ce produit prenne de l'envol. Vous voyez qu'il y a de l'expertise chez nous en Afrique dans tous les aspects, dans tous les domaines. Oui. Mais justement parce que les réseaux mafieux mondiaux ont pris le contrôle de ces domaines-là pour vouloir dire que non, en Afrique, il n'y a rien de bon. Parce que quand vous regardez, même dans le domaine spatial et tout le reste, mais il y a des ingénieurs, il y a des gars extrêmement puissants. Quand vous parlez de la NASA, vous oubliez le Camerounais Simo, vous oubliez beaucoup d'autres Camerounais qui sont à l'œuvre à la NASA, qui sont en train de travailler justement pour le développement de l'énergie atomique et tous ces vaisseaux qui vont dans les nuages et tout ça. Donc vous comprenez qu'en réalité, l'expertise scientifique en Afrique ne manque pas. C'est un problème de valorisation, c'est un problème de communication, c'est un problème simple de dire que vous êtes non, vous avez fait quelque chose et il faut la valoriser. Parce que si un seul instant on continue, la preuve, je vous ai pris le chantier naval tout à l'heure. Si l'État pouvait refaire même quelque chose pour ce chantier naval, voilà le chantier naval qui est devenu un mouroir, où des gens sont dans la rue tous les jours pour réclamer des salaires, pour réclamer ceci, alors que c'était une société qui avait pris de l'envol parce qu'elle avait de l'expertise. Vous allez dans d'autres domaines où des Camerounais sont en train d'exceller. Comment on peut dire que non, d'une société comme Eneo aujourd'hui, que Anatole Aïssa a commencé à citer, mais autant de Sonel, est-ce que ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas? Ça fonctionnait grâce à des Camerounais. Il y avait un Camerounais directeur général, il y avait des ingénieurs camerounais et tout le reste. Mais aujourd'hui, on constate, malgré la multitude de barrages, malgré la multitude des centrales gazières, malgré tout cela, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une autonomie en énergie. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème sérieux. Nous ne savons pas vendre l'expertise camerounaise. Et aujourd'hui, vous prenez une société comme Alucam aujourd'hui. Alucam, on nous avait dit que non, Alucam ne fonctionnera plus parce que, comme les Blancs, Rio Tinto sera en train de partir, la société va chuter et tout le reste. Mais vous savez que c'est un Camerounais qui est actuellement DG de Alucam, Monsieur Malon, qui aujourd'hui qui est un ingénieur formé de l'autre côté à l'Occident et qui maîtrise les maillons de l'industrie de l'aluminium. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il dit qu'il n'y a pas d'expertise. La culture scientifique en Afrique, c'est vraiment un faux débat. Il faut juste le valoriser et faire sa promotion pour qu'elle puisse s'implémenter à la face du monde. Messieurs, on vous comprend parfaitement, vous déclarez haut et fort, vous affirmez d'ailleurs qu'il y a une culture scientifique suffisante en tout cas pour le continent africain, mais on a l'impression que les autorités, les pouvoirs publics ne le voient pas justement d'un bon œil. Écoutez, pourquoi est-ce que nous assistons au phénomène de la fuite des cerveaux? Nous assistons au phénomène de la fuite des cerveaux tout simplement parce que les intelligences que nous avons justement ne trouvent pas dans leur environnement, dans notre environnement, l'occasion de se mouvoir. Oui. C'est pour ça qu'il y a la fuite des cerveaux. Maintenant, comme les autres sont toujours à l'affût des pépites, ils vous organisent ce qui s'appelle là-bas l'immigration choisie, c'est-à-dire ils vous pompent de vos intelligences. Nous avons des intelligences. Il y en a qui ont choisi. On ne peut donc pas parler de culture scientifique. Non. À comment parler sur le continent africain si ces personnes ne sont pas valorisées, si ces personnes ne peuvent pas travailler chez eux, si ces personnes ne peuvent pas s'épanouir justement dans ce qu'ils savent faire. Tout à l'heure, j'évoquais la problématique, n'est-ce pas, de la volonté politique. Il est paradoxal, par exemple, que avec l'argent du contribuable, vous envoyez les jeunes aller se faire former. Oui. Et lorsqu'ils reviennent, vous êtes
pas possible de les utiliser. Mais c'est soit vous voulez les abrutir, soit vous voulez n'est-ce pas, les compromettre dans d'autres schémas. Mais je pense que c'est beaucoup plus, il est question aussi de vouloir les abrutir. Tout à l'heure, j'ai pris le cas de la téléphonie mobile parce que là-dedans, c'est un domaine très pointu. Vous avez le domaine, par exemple, de la sécurité. Le domaine des radars. Est-ce que vous pouvez croire que nous avons des radaristes au Cameroun? Il y a des radaristes au Cameroun. Est-ce que vous pouvez croire que nous avons des médecins qui sont capables de faire des interventions chirurgicales in vitro sans que ce soit sans qu'on nous votre ventre? Ce qui manque, c'est justement les moyens, c'est-à-dire la volonté politique à la base. Est-ce qu'il y a également le matériel pour ça? Justement, parce que si je parle de la volonté politique, ça veut dire que justement, on n'est pas en train de vouloir investir dans le domaine de la recherche. Parce que vous ne pouvez pas. Il y en a qui ont pris l'habitude, chaque fois qu'ils ont des maux de tête, ils s'effalent, ils s'en vont la soigner. Aux États-Unis, à Paris, au Royaume-Uni, je ne sais pas où. Alors qu'au Cameroun, nous pouvons gérer toutes ces choses. Ça peut se gérer. Donc, je pense, à mon sens, que dans le contexte camerounais, il y a certaines choses qui ne doivent pas être gérées par les administratifs, par les fonctionnaires, parce qu'on a tout confié aux fonctionnaires. Un fonctionnaire ne vous fait pas la recherche. Ce qu'un fonctionnaire sait faire, c'est de s'asseoir dans son bureau, il noircit le papier, c'est tout. Il y a des domaines pointus qu'il ne peut pas gérer. Ces gens-là, même quand on leur confie, n'est-ce pas, c'est un nombre de dossiers sensibles, ils sont obligés d'être mis à niveau. D'ailleurs, c'est justement pour ces raisons, à mon sens, que le fameux bureau de mise à niveau a été mis en place, qui est dirigé par Mme Chantal Lombard. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que quelquefois vous avez des gens qui sont surdiplômés, mais qui n'ont pas de compétences. On peut être surdiplômé et ne pas être intelligent également. Non, c'est bien surdiplômé, mais vous êtes surpris qu'ils ne soient pas aussi compétents. Donc, je crois que il s'agit de la volonté politique. D'autres choses, vous avez même le bashing des intelligences. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont tellement intelligents, ils sont compétents, mais parce qu'ils n'appartiennent pas à un certain couloir, qui ne sont pas le fils d'eux, eh bien, on les met de côté. Justement pour choisir les cancres et les médiocres. C'est ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle je pense qu'il faut assigner, par exemple, à certaines entreprises qui relèvent de la souveraineté de l'État. Justement, il faut que ces entreprises soient confiées aux intelligences. Je suis quand même surpris que très souvent quelqu'un qui a des états de service médiocres, on lui confie une entreprise pour gérer, on lui confie une institution. C'est pour en faire quoi? On ne peut pas confier à un administratif une structure qui a besoin d'être compétitive, qui a besoin d'innover, qui a besoin de créer. On ne peut pas confier ça à un administratif parce qu'il doit confier ça à un technicien. C'est paradoxal. Mais je pense que de ce point de vue, les ambitions d'émergence, de développement deviennent dévoyées. C'est dévoyé parce que lorsque à la base vous avez des mauvais castings, oui, qui sont en contradiction avec les options économiques, politiques choisies, ça pose un problème de casting. Je pense que petit à petit, il y a certaines choses qui sont en train d'être recadrées parce que il y a le président de la République quand même qui a signé un certain nombre de textes tout récemment, notamment la création des écoles polytechniques dans toutes les régions du Cameroun. Je pense que c'est un grand pas. Nous avons la plupart de certains barrages hydroélectriques qui ont été construits par des Camerounais. Hein. Certains ont été pour la plupart construits par des Camerounais. Pas encore opérationnel en tout cas. Avec nos ingénieurs. Ça veut dire que nous avons de l'expertise. Certains excellent même dans l'intelligence. Il y en a qui sont il y en a qui sont sollicités, oui, par la Chine, par les États-Unis, par la France, entre autres. Hein. Ça veut dire que nous avons de la matière, que ce soit au niveau, que ce soit les personnes civiles, que ce soit les militaires. Nous en avons, mais ce qui pose problème, c'est que il y a un problème de planification, il y a un problème d'objectif. Messieurs, j'insiste en tout cas sur le mot culture.
Vous-même, vous soulignez pas mal de détails d'ailleurs sur tous vos propos, qu'il y a justement des intelligences, mais on a l'impression que les autorités n'ont pas cette culture justement de développer justement ces intelligences. Je vous prends par exemple un cas, vous avez suivi d'ailleurs la chronique de Hervé Moukouri tout à l'heure, nous en avons parlé sur ce plateau, parlant justement de ce problème de passeport et de carte nationale d'identité. Cela fait 40 ans d'ailleurs que le Cameroun est en partenariat avec le Royaume-Uni, avec une entreprise d'ailleurs, du côté du Royaume-Uni pour les passeports et surtout les cartes nationales d'identité. Pourtant, sur le territoire national camerounais, il y a des Camerounais qui sont capables de vous faire une carte nationale d'identité meilleure que celle qui peut venir de l'autre côté. Et je crois que c'est pour ça que hier je parlais du contentieux historique qui n'a pas été réglé, parce que nous continuons à être sous la botte des colonisateurs. Et nous avons eu un problème, ou bien nous avons un problème, c'est que actuellement, les deux personnes les plus valorisées dans notre nation, c'est ceux qui sont sortis de l'ENA de Paris et de l'ENAM du Cameroun. En fait, c'est la même chose. L'ENA de Paris et l'ENAM du Cameroun, c'est la pâle copie. Vous comprenez un peu, donc c'est la même formation. Vous allez retrouver, je prenais tout à l'heure l'exemple du chantier naval, Monsieur Akanji, qui est le nouveau directeur général, est administrateur civil. Sur un domaine, directeur général, je n'ai rien contre lui, je le salue, c'est un grand frère que j'aime beaucoup, monsieur Akanji, bonjour. Vous comprenez un peu, qui est aujourd'hui dans un domaine qui est purement technique. Et scientifique. Et scientifique. Oui. Vous comprenez un peu, mais c'est un administrateur civil principal sorti de l'ENAM. Vous avez, dans certains domaines, où aujourd'hui, vous prenez des gens qui n'ont rien à voir avec le métier. Rien à voir avec l'entreprise, mais vous les mettez à cette position-là. Donc, quand vous avez une gouvernance basée sur les administrateurs civils, on n'a pas dit que on ne doit pas avoir les administrateurs civils dans notre nation. Non. On doit les avoir, mais pour des domaines bien précis. Oui. Ce qui concerne l'administration, ce qui concerne plein de choses, mais dans les domaines techniques et scientifiques, il faut mettre des techniciens à leur place. La preuve en est, j'ai pris l'exemple encore du chantier naval. Vous avez vu l'ingénieur Fongindam travailler. Prendre une société qui était qui était presque comme un petit garage. Qui n'existait pas. Qui n'existait pas. À zéro. Pour faire une mastodonte économique pour notre nation. Et d'ailleurs, le président de la République du Cameroun l'a cité en exemple, a cité le chantier naval en exemple, mais ça n'a pas empêché que les réseaux envoient Fongindam en prison quelques temps après, parce que le président de la République avait cité Fongindam et le chantier naval comme une référence. Donc vous comprenez qu'il y a un problème avec nos administrateurs qui veulent être partout. C'est eux qui veulent gouverner tout, ils veulent avoir le contrôle sur tout, même dans les domaines scientifiques et techniques. Parce que quand vous nommez un administrateur dans un hôpital, c'est pour faire quoi? Vous nommez un administrateur dans une ville comme Douala. Oui, on dit même qu'il est ingénieur, statisticien et tout ça. Mais écoutez, quand on ne peut pas avoir quelque chose, une implémentation d'une politique urbaine et de gouvernement local fiable, donc vous comprenez qu'il y a des problèmes tellement profonds dans notre nation que il faut véritablement remettre tout en question. Remettre quoi en question? La gouvernance des AC. C'est-à-dire les administrateurs civils. Parce que ces administrateurs civils, oui, allez être préfet, allez être gouverneur, sous-préfet et tout le reste là, c'est votre domaine. Mais aujourd'hui, les AC sont un peu de partout. Est-ce que l'administration civile, c'est seulement pour être sous-préfet? Il y a d'autres domaines. J'ai dit au moins cela. Mais quand j'ai pris un exemple, le chantier naval. Oui. Vous mettez un AC pour faire quoi au chantier naval? Vous prenez maintenant, prenons le cas de la régie Fercam qui existait à l'époque et qui fonctionnait normalement avec des Camerounais qui étaient là au four et au moulin au quotidien. Regardez ce que Bolloré qui est venu avec ces gens, ces grands ingénieurs et tout le reste, ce que c'est devenu aujourd'hui. On n'a même plus de train. Parce que le train n'existe pas. On nous fait un grand ramdam. Oh, le train va reprendre. Oh, les voitures sont... Mais on n'a pas encore réglé le problème même de fond de Camrail. Et plusieurs gares ont été fermées. La preuve en est même. Camrail n'a plus de contrat au Cameroun. Parce qu'au vu de cet accident, son contrat doit être rompu.
Tout ce qu'on essaye de faire, c'est une mafia bien organisée pour vouloir nous dire que non, Cameraille existe encore, alors que Cameraille ne doit plus exister. Parce qu'au vu de ce qu'il a causé comme dégâts dans notre nation, le contrat doit être rompu. Et il n'a pas pu remettre les choses à jour. Donc, il faut qu'on se dise véritablement que le problème, c'est l'administration, les administrateurs, dans les sociétés techniques. Parce qu'on ne peut pas, dans les domaines scientifiques, prendre des administrateurs qui n'ont qu'une seule culture. Oui. C'est, ok, mon carburant est où? Ouais, bon, est-ce que vous avez vu mon gars de corps? Est-ce que vous avez vu mon secrétaire particulier? Est-ce que, vous comprenez? Suivez mon regard. Oui. Donc, quand vous voyez, vous avez des gens qui n'ont que cette culture. Ils ne regardent que sa veste. Est-ce que sa cravate est bien nouée? On n'a pas dit que c'est mauvais. Nous aimons bien nous habiller. Mais dans les domaines où il faut enlever la cravate et porter la blouse, messieurs, restez dans vos bureaux. Monsieur le Président, revoyez la politique de nomination dans notre nation. Parce que c'est ça le... Mais les domaines scientifiques ne sont pas... Il y a une culture scientifique. Il y a des gens qui sont capables, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit dans le privé. Il y a des gens qui sont capables de faire de très grandes choses. Mais aujourd'hui, on se plaint. Vous savez que le cajou de tomate coûte maintenant 800 000 francs. Et ceux qui font la culture de la tomate se plaignent. Qui a surabondance, ils ne savent pas quoi faire avec leurs produits. Mais qui a pensé à mettre en marche, en place, une structure pour transformer la tomate? Pour transformer la tomate. Pour la mettre en boîte. Pour la mettre en boîte. On aime bien sûr cette tomate qui vient de l'extérieur, mais on déjà en sachet. Exactement. Donc vous comprenez qu'en réalité, on a des problèmes sérieux dans notre pays où il faut véritablement encourager. Nous avons l'importation du riz. L'importation du riz qui se chiffre en milliards. Alors que nous avons des espaces assez grands. Seulement la plaine de la Damawa. Le riz est produit au Cameroun. Hein? Oh là là, mais ce riz est consommé, le riz de Yagua est consommé au Cameroun. Vous comprenez qu'en réalité, l'expertise camerounaise est toujours mise en arrière. Parce qu'on ne veut pas valoriser ce produit. Il faut que c'est ce qui vient de l'Occident qui est meilleur. Parce que ça, c'est aussi un domaine scientifique. Que ça soit l'agriculture, c'est un domaine scientifique. Vous comprenez un peu, donc il y a de la science de la culture. Maintenant, quand vous regardez tous ces domaines-là que nous citons, que ça soit culturel, dans l'agriculture scientifique, c'est-à-dire le sanitaire et technique et dans tous les domaines professionnels et tout le reste, nous avons mis en place, le Cameroun a mis en place par exemple le système LMD qui est en train de prendre son envol aujourd'hui. Et on a mis plusieurs systèmes aujourd'hui qui entrent de prendre place aujourd'hui, sans compter les centres de formation technique qui ont été mis en place dans plusieurs secteurs, dans plusieurs régions du Cameroun, sans compter maintenant je crois qu'Haïti annonçait quelque chose où le chef de l'État a signé qu'on doit mettre certaines structures de formation polytechniques dans tous les 10 régions du Cameroun. Donc, vous comprenez que c'est en réalité qu'on veut avoir de la science. On veut avoir... Mais qu'est-ce que nous faisons déjà avec ces scientifiques que nous avons? Ces gens capables de faire des choses. Est-ce que Arthur Zan n'a pas fait sortir quelque chose d'agréable dans notre nation? Le cardiopathe qui est utilisé. Quand vous regardez la technique du docteur Bonjavo, vous connaissez le docteur Bonjavo, oui. Vous comprenez pas. Il y a des techniques qui sont mises en place par des Camerounais qui permettent à soigner des gens à distance. La télémédecine qui se fait déjà au Cameroun. Donc, il y a plein de ces choses qui se font dans notre nation, mais qu'on n'arrive pas à donner de la valeur. Je vous ai dit l'autre jour que j'étais à Dizangue, par exemple, par rapport au lac Ossa. Il y a une herbe qui est en train d'envahir. Le docteur Aristide qui est chargé du ONG a dit qu'il est allé importer des insectes qui sont capables, parce que la méthode mécanique ne peut pas résoudre le problème, parce que cette herbe-là se produit 10 fois en une journée. Donc vous imaginez si elle peut se produire 10 fois en une journée, combien ça veut dire que le lac sera véritablement couvert d'ici peu. Donc il faut des insectes capables, parce qu'il y a un insecte qui est aux États-Unis qui ronge cette herbe-là véritablement. Donc en 2 ans, ça ronge tout cette herbe-là qui a déjà couvert le lac, qui est en train de couvrir le lac Ossa. Donc, aujourd'hui, on est obligé d'aller prendre des choses à l'extérieur alors que nous avons la capacité sur place de produire et de faire des choses extraordinaires. Est-ce que vous savez que la Malaisie aujourd'hui, qui est le plus grand importateur ou bien exportateur de l'huile de palme,
est venu chercher l'expertise au Cameroun. Ce sont les ingénieurs camerounais. Vous comprenez un peu? C'est des ingénieurs camerounais qui ont montré la technique de plantation de l'huile du palmier à huile à la Malaisie. Mais le Cameroun, où il est? À quelle position? Dans la production de l'huile. D'ailleurs, même on importe encore un peu d'huile même au Gabon. Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes sérieux. Nous avons de la culture scientifique, mais nous ne valorisons pas ces hommes et ces femmes qui ont cette expertise-là. Pourquoi? Parce qu'on privilégie un couloir de la société qui est les administrateurs civils. Albert Anatola, ici, quand on vous écoute, on a l'impression qu'il faut justement un gouvernement de technocrates et il faut également, à un moment donné, des technocrates à la tête des institutions. Ça veut dire que des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Comme le disait d'ailleurs André Christelle Fanga, on a l'impression qu'il n'y a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Steve, la fille de l'ancien délégué du gouvernement pour la communauté de Douala, fils de Ntoné, est à la NASA. Et Reine Dominique Ntoné est à la NASA. Quand elle va terminer, elle va finir la NASA, va rentrer au Cameroun? Je ne pense pas. Et il y a plein de Reines Dominique Ntoné comme ça, dans tout le Cameroun. C'est-à-dire que ce sont des intelligences. Qui ne sont pas allés forcément à l'école, mais qui sont très intelligents. Ce sont des intelligences. Oui. Tout à l'heure, dans la chronique de Hervé Moukouri, parlait justement des logiciels de la carte nationale d'identité du passeport. Ce sont les Camerounais qui ont proposé à la République centrafricaine le logiciel pour leur carte nationale d'identité. Ce sont les Camerounais, même si à la fin ils ont été mis de côté. Ce sont des Camerounais. Au départ, ce sont des Camerounais qui ont pensé justement le système de gestion du fameux projet de couverture santé universelle. Ce sont des Camerounais. Mais à la fin, on les a mis de côté parce qu'il y a de gros enjeux financiers. Bien sûr, les assurances et tout le reste. Il y a de gros enjeux financiers. Ce sont des Camerounais. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, lorsque vous arrivez à un certain niveau dans ce genre de projet, on voudrait savoir qui vous êtes, qui vous a envoyé, qui est votre parent. C'est de ça qu'il s'agit. Et oui, ça, nous qui n'avons pas le parent, on fait comment? Ça, c'est le premier palier. Le second palier, c'est quoi? C'est que vous avez des Camerounais qui chaque matin se lèvent et font tout pour que rien ne marche dans ce pays. Ça aussi, c'est la vérité. C'est-à-dire, lorsque vous êtes, que ce soit dans tous les secteurs du Cameroun, système judiciaire, l'administration centrale, même dans le secteur privé, si vous êtes compétent, vos propres ennemis sont vos collègues. Quelquefois votre hiérarchie. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il faut le dire. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même intégrer dans notre analyse. C'est quoi? C'est que les accords coloniaux ont quand même posé un problème. C'est-à-dire, j'ai le sentiment quand même, à une certaine période, il n'était même pas permis aux pays signataires de ces accords léonins de s'industrialiser. Oui, comment ça peut se comprendre qu'on dépense plus de 500 milliards par an pour importer du riz que nous cultivons ici, que nous pouvons cultiver? 500 milliards, voire même plus. C'est trop, n'est-ce pas? Il a fallu que, dans le secteur avicole, qui est un Camerounais patriote, Bernard Zongan, pour que le gouvernement puisse comprendre que non, on peut manger le poulet camerounais qui n'est pas pollué. Les cuisses venaient d'ailleurs. J'ai bien un poulet qui n'est pas pollué comme celui qui vient là-bas, parce que vous avez maintenant avec le poulet qui vient de ce côté-là, vous avez les poulets de 7 jours, 14 jours, c'est-à-dire le poison qu'on vous sert à table. Vous avez le projet sémencier qui a été mis de côté parce que il y a eu beaucoup d'argent, des milliards qui ont été débloqués comme d'habitude. Ça a été détourné comme d'habitude. Vous avez des ingénieurs dans le secteur de l'aéronautique civile au Cameroun. Vous savez où ils vont donner l'expertise, ces ingénieurs? À l'extérieur. Aux États-Unis pour la plupart. Donc nous avons un problème d'objectifs économiques. Nous avons un problème de modèle et surtout de politique. C'est pour ça que je parle tantôt, n'est-ce pas, de volonté politique. Il est inadmissible, je veux dire, il est paradoxal que pour un pays qui veut se développer, vous mettez des administratifs à des postes qui exigent la présence et l'expertise des techniciens, des scientifiques. Et vous voulez que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut distribuer les straponteurs. Et il faut voir, vous mettez quelqu'un qui viendrait vous rendre compte toutes les 2 semaines ou chaque mois.
C'est de ça qu'il s'agit, il faut qu'on le dise. C'est lui qui a été nommé maire, qui a été élu maire, élu entre guillemets, maire de la ville de Douala. On connaît ses états de service. Mais les réseaux l'ont mis là comme maire de la ville. Plutôt, on sait qu'il est incompétent. C'est vrai, c'est. Il a été secrétaire général au Minepad. Il a été incompétent. Il a été responsable au comité de technique et réhabilitation des entreprises qui ont été privatisées. Il a été incompétent. Il a été nommé sénateur, n'a pas vu ses actes politiques. Donc, voilà donc les choix. Je pense que dans ce pays, lorsque vous êtes... il faut qu'on mette des gens qui ont un profil précis et approprié à un poste précis. Mais lorsqu'on commence à gérer le pays, comme si on distribuait des petits bouts de pain à des amis, à des coquins, ça ne peut pas marcher. Et il y a des intelligents, il y a les Camerounais qui ont des cultures, une culture scientifique. Vous avez eu à inviter dans le cadre de cette tribune beaucoup de Camerounais qui ont fait des inventions. Je sais pas, parmi ces grandes inventions qui ont retenu mon attention, vous avez celui qui a créé le portique désinfectant. C'est la couveuse, hein, celui qui a également fait la couveuse. Portique désinfectant, vous avez des couveuses, vous avez les respirateurs. Il y a plein d'inventions comme ça. On les a eu d'ailleurs sur ce plateau, on les a appelés au téléphone. Qui ont besoin du soutien de l'État, ça dit des financements. Vous savez ce qu'ils font là-bas à Yaoundé? Lorsque vous êtes plus proche de X ou Y, ils vous donnent de l'argent qu'ils vont venir récupérer par derrière, sous le prétexte qu'ils sont en train de soutenir un projet bidon. Pourquoi? Parce que c'est comme ils sont dans ces logiques. Que si rien ne marche, il y a plein de Camerounais porteurs de projets, c'est-à-dire porteurs de projets, qui peuvent permettre à ces pays à se développer. C'est-à-dire que vous pouvez gérer certaines choses à distance. Mais ils préfèrent aller prendre des gens parce qu'il y a des surfacturations. Il y a des Camerounais qui ont proposé beaucoup de choses dans le cadre de la prévention de la criminalité routière. Il y a des Camerounais qui ont proposé beaucoup de choses dans le cadre des péages automatiques. On a choisi le plus disant et non le moins disant, c'est-à-dire parce qu'il s'agit des problèmes de contrat, de l'argent à manipuler. Vous avez des Camerounais qui ont fait des recherches pour permettre aux Camerounais, c'est-à-dire dans le cadre de la gestion, dans le cadre, n'est-ce pas, de la construction des routes, il y a des Camerounais qui ont une solution qui vous permet de d'utiliser des techniques qui vous permettent d'utiliser moins le bitume. C'est-à-dire, de telle sorte que dès que vous mettez un bitume, ça a au moins 20-30 ans. Il y a des Camerounais qui ont fait des recherches dans ce sens et qui ont apporté des solutions, n'ont pas été. Ils ont été mis de côté parce que ça ne marche pas. Ils ne veulent pas que ça marche. C'est de ça qu'il s'agit. Les Camerounais vous avez un téléphone dans votre main. Lorsqu'il tombe en panne, vous l'amenez voir. Qui dépense ce téléphone? Ces administratifs, ce sont des jeunes qui sont pour la plupart des self-made men qui n'ont jamais fait l'école polytechnique parce qu'ils ont cette intelligence. Les jeunes qui vous démontent, qui vous dépiècent un téléphone et qui le remontent. Est-ce qu'on fabrique des téléphones au Cameroun? Non, je pense, justement, il y a un certain nombre de téléphones que nous aimons beaucoup au Cameroun. C'est un Camerounais qui l'a inventé. Il a fallu qu'il ait en Chine pour qu'il soit produit, ce téléphone. Il y a plein d'inventions comme ça. Il y a Bizolé, qui est l'ami de Fanga, Bion Bizolé, qui a des brevets d'invention. Beaucoup, ils sont nombreux comme ça. Je connais il y a un jeune là du côté en allant vers Boumiebel, qui est en train de fabriquer un hélicoptère. Il a écrit au point son encre est fini, donc son stylet est fini, pour solliciter des financements dans le cadre de son projet. Il n'a pas été écouté. De ça qu'il s'agit. Donc moi je pense que les Camerounais ont la culture de la science. Les Camerounais sont ingénieux, sont intelligents, mais ce qui pose problème, c'est les dirigeants qui nous gouvernent, c'est l'élite. Messieurs, vous avez souligné dans tous ces problèmes. 60 ans après les indépendances, peut-on dire aujourd'hui que l'Afrique va se développer? Oui, l'Afrique va se développer. Avec ce genre de mentalité que vous avez souligné justement au cours de ce débat. Monsieur Josselin Ngos, nous ne perdons pas espoir.
Parce que l'homme intelligent ou bien l'homme qui a une certaine culture ne perd pas espoir, parce que demain on pourra se rattraper. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est que les soubresauts du décès d'une certaine colonisation ou bien des accords lyonnais que tout à l'heure l'autre Albert Anatole a ici parlé tout à l'heure. Parce que aussi longtemps que nous étions tenus en captivité, nous ne pouvons pas nous développer, parce que tout le système a été mis en place pour que nous ne puissions pas nous développer. C'est pour ça que quand vous regardez l'administration aujourd'hui, l'administration était la pâle copie du fonctionnement du colon. Vous comprenez un peu? Quand vous continuez à maintenir la culture de l'EVA, l'EVA va nous amener où? Vous comprenez un peu? Parce que nous n'utilisons pas l'EVA au Cameroun. C'est pour l'exporter, n'est-ce pas? Pour aller faire les pneus et tout le reste. Pourtant, on peut faire également les pneus sur le continent. On peut faire les pneus sur notre continent et tout. Mais pour être compétitif au niveau, pour amorcer notre développement, ces milliers d'hectares de DVA doivent être détruits et mettre d'autres cultures qui peuvent nous être rentables le plus rapidement possible. Parce que justement, c'est des cultures, que ça soit le café, que ça soit le cacao, c'était des cultures du colon. C'est eux qui nous l'ont imposé parce que ça entrait à leur bénéfice. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de produire notre propre chocolat, de faire du beurre, de faire tout cela de manière industrielle? Parce que nous avons des petites formations, des petits... ne vous inquiétez pas, vous comprenez. Hein? Vous comprenez un peu. Il n'y a pas 10% de Camerounais qui prennent la tasse de café le matin. Donc, vous comprenez que en réalité, ce n'est pas notre... Nous n'avons pas la culture de cela. Vous comprenez un peu. Donc, c'était fait pour les autres. Oui. Maintenant que nous avons la science, c'est-à-dire nous avons la culture scientifique de comprendre nos besoins, parce qu'en réalité, il faut adopter notre développement à notre culture. Parce que si on continue à adopter notre développement à la culture des autres, c'est-à-dire le café le matin, le ceci, ou bien on va continuer à demeurer dans les cultures qui sont exportées. Alors que nous avons d'abord besoin de nous développer au niveau local, et pour développer nous développer au niveau local, il faut faire des cultures dans le domaine de l'agriculture. Il faut faire des investissements dans le domaine qui impacte directement dans notre quotidien. Mais vous allez retrouver que c'est tellement long. La culture de l'EVA, la culture de plein de choses, c'est long. C'est un cycle tellement long. J'ai pris l'exemple juste de la tomate ici, qui a un impact direct sur la consommation. Vous comprenez un peu, et qui peut réduire le coût de vie des Camerounais. Donc finalement, la tomate n'avait jamais été mise en boîte au Cameroun? Non, ça a déjà été mis en boîte. Il y avait une société dans le Noun qu'on appelait la SCAN, qui était une société de conditionnement de la tomate dans le Noun, dans le département du Noun. Il y avait cette société qui existait. Qu'est-elle devenue? On ne sait pas. Allez aussi demander ce qu'est devenu les rizicultures de tout, que ça soit ici à Sanchou, que ça soit dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qu'on fait même d'abord du riz de la sèmerie de Yagua? Qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. C'est plutôt une opération de dire, ah non, c'est le riz camerounais, donc c'est pas bon, alors que c'est le meilleur des riz. Donc, vous comprenez qu'en réalité, le problème de culture scientifique aujourd'hui n'est pas seulement parce que nous n'avons pas l'expertise, mais c'est parce que justement, nous ne la valorisons pas. Nous ne la mettons pas au... Qui ne la valorise pas? Nous, même les Camerounais, parce que mettre seulement pointer du doigt l'État, parce qu'en réalité, quand nous regardons, nous tous nous sommes fautifs dans cette affaire. Nous n'arrivons pas à mettre en valeur notre culture. Vous voyez cette belle tenue que derrière vous, sur votre écran, cette belle tenue camerounaise, vous comprenez un peu. Est-ce que nous la valorisons? Mais nous la portons juste quand on va aller aux Jeux Olympiques, on veut faire des cérémonies, alors que nous avons vu par exemple au Burkina Faso, le chef de l'État du Burkina Faso mettre toujours le boubou traditionnel burkinabé. Vous comprenez un peu. Même dans des grands colloques, parce qu'il veut véritablement prouver qu'il y a une culture au niveau de son pays. Même chose pour le Ghana. Donc, l'Afrique est capable d'apporter quelque chose dans le monde. Mais comme on nous a appris que non, ce que vous savez est diabolique. Parce qu'à chaque fois qu'un Africain apporte quelque chose, non, ça a toujours un peu de suspicion. On a longtemps débattu ici sur le problème de Covid organique de Madagascar. Non, vraiment, non, on ne sait pas. Alors qu'en réalité, le plus grand problème du Covid organique n'était pas seulement une affaire de Covid, ou bien la Covid, ou bien le Covid. Vous voyez encore comment les Blancs nous distraient. On est avec les noms ou avec des noms. Donc, vous comprenez un peu. Le problème, le plus grand problème, c'est d'abord, la plante qui produit cela. Et maintenant, en dehors de la maladie qu'elle combat, vous savez que l'un des plus grands combats des Africains, c'est de combattre le paludisme.
Et le Covid organique est un élément important, très important pour combattre le paludisme, qui fait de plus de morts chez nous en Afrique. Vous comprenez un peu? Donc, en réalité, comme les firmes pharmaceutiques occidentales ne veulent pas qu'ils perdent ce grand marché qui produit beaucoup d'argent à ces lobbies-là, alors il faut empêcher l'expertise scientifique africaine de prendre son envol. Donc, vous comprenez qu'en réalité, nous-mêmes, nous avons un problème. Il faut sortir. Et c'est pour ça que nous profitons de votre chaîne, qui est aussi une chose, un élément scientifique, vous comprenez un peu, pour apporter l'expertise en matière de communication à ceux qui ne peuvent pas communiquer sur leurs projets, sur leurs éléments, leur création et tout ce qu'ils savent faire. Ils peuvent nous contacter, nous sommes à votre disposition. Bien sûr. Donc, pour dire aux Africains que si vous avez des projets, si vous avez des choses que vous voulez, l'expertise maintenant communicationnelle est là disponible pour vous. Parce que c'est une expertise aussi scientifique. Et comme les Africains n'ont pas la culture de la communication, parce qu'aujourd'hui, nous regardons dans la plupart des présidences de la République, c'est des étrangers qui viennent toujours à gagner des marchés pour communiquer pour nos chefs d'État, c'est-à-dire pour laver leur image, pour essayer de tout. Vous comprenez? Vous savez ce que Madame Balme gagnait au Cameroun, à la présidence du Cameroun, ou bien Jeune Afrique, ou bien et tout le reste. Donc, vous comprenez qu'en réalité, nous avons des problèmes parce que la communication, c'est une science. Donc, vous avez des problèmes de ce genre qu'il faut régler immédiatement et maintenant se mettre en unité pour que nous puissions communiquer véritablement et consommer ce que nous produisons. Parce que le plus grand problème dans notre continent, c'est que nous ne produisons pas ce que nous consommons, mais nous produisons pour les autres. Vous comprenez un peu? Et nous importons maintenant. En fait, nous sommes simplement des consommateurs. Alors que nous sommes une société qui est encore en plein essor, qui a beaucoup de potentiel, qui peut faire de belles choses, produire de très grandes choses et les consommer sur place. Vous avez du potentiel, que ça soit au Nigeria, que ça soit au Congo, que ça soit en Angola, que ça soit en Éthiopie, que ça soit un peu de partout. Vous avez vu l'offre en Éthiopie en matière aéronautique dans le domaine de l'aéroport avec une entreprise comme Ethiopian Airlines qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Vous avez des entreprises comme ça dans le domaine scientifique qui peut apporter des choses importantes dans notre Kenya Airways par exemple dans le domaine de l'aéroport. Mais comment se fait-il dans un pays comme le Cameroun aujourd'hui qui a eu l'une des meilleures compagnies aériennes aujourd'hui, qui aujourd'hui est incapable d'aller prendre des oiseaux qui n'arrivent pas à voler. Donc il faut apprêter vous appelez ça quoi, les sapeurs pompiers à chaque fois que cet avion atterrit, parce qu'on ne sait pas si ça va continuer, ça va prendre feu. Donc vous comprenez qu'en réalité où on est arrivé, pourquoi? Parce qu'on a laissé l'expertise scientifique, on a allé chercher les administrateurs encore, on a allé prendre des personnes. Vous allez prendre quelqu'un qui était dernier à l'ENAM, qu'on a repêché à l'ENAM, qui est actuellement directeur général de Camerco. Vous attendez à quoi? Messieurs, pour quel résultat? Quand on vous écoute, vous allez me dire, oui, nous avons une culture scientifique suffisante pour développer l'Afrique, pour développer par exemple un pays comme le Cameroun. Vous avez vu d'ailleurs derrière moi ces routes qui sont d'ailleurs faites par des Camerounais. Mais la question véritable que je continue à poser aujourd'hui, est-ce possible? Est-ce faisable? Avec tous ces génies que nous avons, qui ne sont pas valorisés, ces génies qu'on tue, parce qu'il faut le dire Albert Anatola ici, qu'ils sont nombreux, ces génies qu'on a assassinés, disons-le comme ça. Oui, qu'on a abouti pour ceux qui sont les plus chanceux. Je ne voudrais pas que nous soyons dans la République des prototypes d'invention. Parce qu'il y a plein de jeunes qui ont des prototypes de leurs inventions, qui demandent des financements pour les produits à l'échelle industrielle, mais qui n'en trouvent pas. Et ça, nous avons évoqué quelques exemples de ce plateau tout à l'heure. Dans ma première prise de parole lors de mon coup de gueule, j'ai expressément énoncé le protectionnisme économique que sollicite, que souhaite le président de l'Assemblée nationale. Mais sauf qu'il y a un paradoxe dans sa déclaration, c'est que si vous allez, que ce soit chez lui à l'extrême nord, que ce soit chez lui dans sa résidence de fonction à Yaoundé, vous ne trouverez pas de meubles camerounais, vous allez trouver des meubles importés. Ça, c'est clair. Alors, vous n'êtes pas sûr, hein? Non, ça, vous n'êtes pas arrivé chez lui pour savoir. Vous trouverez... Les Louis non, je vous dis que vous trouverez des meubles... C'est ce que je dis, vous n'êtes pas entré chez lui pour savoir. Je vous dis que vous trouverez des meubles importés, que ce soit les tapis... C'est votre affirmation, hein? Je vous dis, c'est pas de la diffamation. Mais non, je vous le conseille. Non, je vous dis que vous trouverez des meubles importés, bien importés pour la plupart. Or, pas très loin de l'Assemblée nationale, il y a des bons menuisiers là qui fabriquent des meubles du côté à Olozoa, à Yaoundé, à la capitale politique. Ils font de très bons travail.
Le bois camerounais qui est pillé par les multinationales étrangères ne devrait pas partir à l'état brut, devrait être transformé au Cameroun. Il y avait une société qui avait la responsabilité de faire ce job-là, et le premier client de cette société devait être l'État. Lorsque vous faites le parcours des bureaux, des services administratifs, ces services administratifs sont meublés par des meubles qui sont produits au Cameroun? Non. Non, il faut qu'on soit sérieux. À partir de là, nous tuons déjà notre expertise nationale, nous tuons les emplois qui sont susceptibles d'être créés, nous tuons l'économie. Lorsque je suis la déclaration du président de l'Assemblée nationale, la voiture dedans, est-ce qu'il roule à cheval? Il marche avec il se déplace avec le cheval, bien avec l'âne, à dos d'âne. Il se roule dans une voiture qui est produite ailleurs. Il y a des gens qui étaient porteurs de projets d'assemblage de véhicules dans ce pays. Où est passé ce projet? Il faut qu'on soit sérieux. Que lorsqu'on veut être sérieux, il faut qu'on soit sérieux. Progressisme économique, d'accord. Est-ce que la nourriture que l'honorable, le très cher honorable mange chaque fois n'est pas importée? Donc moi je voudrais que ils ont abandonné les tracteurs agricoles à Ebolova. Des tracteurs qui ont coûté des milliards de francs CFA. De quoi est-ce qu'on parle? On ne peut pas nationaliser, on ne peut pas me parler de protectionnisme économique lorsque on brade des sociétés de souveraineté. Les rails, on a bradé, on a même démantelé le train qui passait dans la forêt de Bassa, qui permettait aux villageois d'aller au champ de revenir. On a démantelé le rail qui ne peut même pas porter les voyageurs. Il privilégie son fret, qui lui rapporte plus d'argent. Combien est-ce qu'il a investi? Et rien du tout. On a démantelé le rail camerounais. Lorsque nous parlons dans le secteur de l'énergie, c'était quoi les motivations, le prétexte des privatisations? C'était l'amélioration de la qualité des services. C'était justement de renflouer les caisses de l'État. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Je pense qu'il faut penser. Il y a beaucoup d'alternatives. Je voudrais également insister qu'il y a un problème de volonté politique. L'État, en tout cas, ceux qui ont le pouvoir de décision donnent l'argent à leurs amis. Si c'est vous qui êtes porteur d'un projet quelconque pour la Sandara maritime. Vous avez reçu l'aide à la presse, monsieur, ici? Je n'ai jamais sollicité l'aide à la presse pour une raison simple. Il faut qu'on respecte le métier que nous exerçons, qui est un métier de service public. C'est pour ça que je demande la subvention. Je n'ai pas besoin de l'aide publique à la communication privée. Là, c'est clair. Il faut déjà suivre même la formulation. L'aide publique à la communication privée. C'est du n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on soit sérieux lorsqu'on parle des choses sérieuses. Vous voulez parler de protectionnisme économique? Eh bien, commencez d'abord par récupérer les entreprises de souveraineté qui ont été bradées, qui ont été tuées pour la plupart. Aujourd'hui, on est en train de licencier plus de 1100 personnes à Ivry-Cam. Pour quelle raison? Où vont-ils aller? Vous avez Socapam qui a réinventé la traite négrière. Oui, la guerre parmi ces 40 francs CFA. Ça se passe au vu de tout le monde. Oui. Dans des conditions que vous pouvez imaginer. On nous dit que c'est des investisseurs. Il faut qu'on soit sérieux. Notre palmier à huile peut être... Dans la Sandara maritime, je vois des particuliers qui font des choses extraordinaires, mais qui ne demandent que d'être soutenus, d'être appuyés. Est-ce que c'est fait? Non, c'est pas fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser notre modèle économique, notre modèle de développement, et surtout utiliser des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Messieurs, pendant ce temps-là, que fait le secteur privé pour encourager justement cette jeunesse qui a besoin justement d'innover, de créer, de développer justement l'Afrique, pour ne pas dire le Cameroun également? Mais vous avez un secteur privé qui est à 80% dans l'informel. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez un secteur privé. Mais vous avez quand même des industriels privés qui peuvent également compter sur cette jeunesse pour faire de grandes choses. Oui. Et justement, elle utilise cette expertise camerounaise parce qu'elle ne prend pas son personnel ailleurs. Elle prend justement au Cameroun. Mais vous comprenez que eux tous, ils ont été moulés à une seule école. Vous comprenez un peu? Oui. À une école, l'école du colon, qui ne fait que perpétuer. Parce que quand vous avez des gens que vous payez 50 000, vous avez votre chauffeur, vous lui payez 40 000. Vous êtes un milliardaire, vous payez votre chauffeur 40 000, 50 000. C'est pour dire quoi? Mais ce chauffeur-là est très gentil avec vous.
Vous comprenez un peu, parce que il ne peut pas conduire le milliard parce que vous représentez déjà le milliard. Et lui, dans ce milliard-là, vous retirez 40 000 pour lui donner. Vraiment, c'est de l'insulte. Vous comprenez un peu. Donc, vous comprenez que le secteur privé lui-même a les mêmes problèmes que le secteur public. A les mêmes gènes. On prend les mêmes, on commence. Oui, bien sûr, on a les mêmes gènes que le secteur public parce que aujourd'hui, le secteur privé devrait être la locomotive qui permet le développement de notre nation. Mais vous avez... C'est le cas quand même, non? Non, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le secteur privé, est-ce qu'elle est assez dynamique? Est-ce qu'elle est assez productive? Vous avez plus de bayam selam que des vrais industriels. Parce que vous avez quelqu'un qui va importer du riz, il s'appelle opérateur économique et il s'appelle industriel au Cameroun, mais il va prendre le riz et il vient vendre au Cameroun, il dit qu'il est opérateur économique, il dit qu'il est importateur, ou bien il est industriel. C'est un commerçant. Donc, alors qu'en réalité, c'est un commerçant. Donc, nous avons un problème aujourd'hui avec les vrais industriels sont rares. Hein? Il faut saluer les James Onobiono qui ont installé des vraies industries au Cameroun de production. Vous comprenez un peu? Il faut saluer les Bibert, Alphonse, qui ont installé des chaînes d'industrie au Cameroun qui étaient productifs, vous comprenez un peu. Il faut saluer des gens qui ont mis des photos Victor, qui ont mis quand même des choses en place pour fabriquer et qui ont recruté des Camerounais et qui ont créé une chaîne industrielle quand même capable de produire. Mais vous comprenez que ces types d'industriels ont été combattus. Jusqu'à présent, on ne voit plus ces chaînes d'industrie là. Vous allez retrouver que ceux qui parlent le plus fort, c'est celui qui va prendre les pâtes, il vient en sachet au Cameroun, il dit qu'il est industriel au Cameroun. Donc vous comprenez qu'il y a ce problème là. Et de deux, vous avez vu aujourd'hui cette complicité entre le secteur privé et le secteur public, une complicité, ou bien avec certains membres du secteur public, vous comprenez un peu, une complicité pour davantage nuire aux caisses de l'État du Cameroun, à l'État tout entier, parce que en matière d'incivisme fiscal, c'est les champions. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on ne peut pas produire, on ne peut pas avoir un secteur privé assez fort si eux-mêmes ne sont pas droits dans leurs bottes. Et c'est ce que le ministre Jean de Dieu Momo rappelait dans une autre émission en disant, mais si il faut regarder le barreau du Cameroun, la plupart des avocats sont dans l'illégalité, la plupart n'ont même pas de bureau, mais c'est les plus grands donneurs de leçons. Vous comprenez un peu? Donc, il faut véritablement aller dans ces secteurs-là pour leur redonner et sortir les 90%, 80% qui sont dans le secteur informel. Parce qu'en réalité, l'expertise est plus allée dans le secteur informel. Et ce secteur informel ne peut pas nous apporter grand-chose. Nous allons toujours avoir des emplois précaires, des emplois qui pourtant, c'est le secteur informel qui a le vent en poupe aujourd'hui. Qui a le vent en poupe et qui recrute le plus, hein. Parce que c'est le secteur informel et qui ne paye pas véritablement grand-chose à l'État. En fait, l'État lui-même est perdant même en négligeant ce secteur parce qu'il y a une niche d'opportunité dans le secteur privé. Et je crois que le ministre Louis-Paul Montazier, d'un conférence, lui-même l'avait bien expliqué en disant que nous ne pouvons pas avoir une niche d'opportunité, que l'État lui-même doit en bénéficier et ne pas faire quelque chose. Mais je crois que c'est toujours des beaux discours. Alors qu'en réalité, il faut passer à l'action. Les gens ont besoin de financement. Nous avons des entreprises, parce que moi, en tant que directeur de publication, je suis un chef d'entreprise, j'ai un personnel. Nous avons besoin, je suis du secteur privé, nous avons besoin de l'accompagnement, nous avons besoin des facilités parce que je ne veux pas rester seulement directeur de publication. Je peux arriver à devenir un imprimeur, c'est-à-dire avoir une imprimerie pour produire mon journal, parce qu'en réalité, nous voulons faire un consortium. Mais où sont les financements? Où sont où est l'accompagnement de l'État dans le secteur privé? Vous allez retrouver tout à l'heure, je titillais un peu Albert Anatole ici par rapport à l'aide à la presse privée et il vous a dit clairement que non, nous n'avons pas besoin de l'aide. On a besoin de subventions. Et quand vous regardez les conditions pour obtenir cette aide-là, et combien même? 1 million, 500, 2 millions, pour les plus chanceux, 3 millions. Et c'est les plus chanceux, c'est ceux qui sont... 300 000 pour certains. Voilà, c'est les plus chanceux. 1 million, c'est pour les télés et les radios, hein. Parce que pour la presse privée, quelquefois, vous entrez dans une porte, on vous fait décharger 1 million, là-bas on vous donne 500 000. Allez comprendre quelque chose. Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes sérieux. Alors que la présidence de la République a un budget assez énorme en matière de communication, parce que nous faisons quand même, nous rendons service à notre procédure, le travail public. Donc, nous devons avoir des subventions. Donc, vous comprenez que c'est le cri de cœur des
des privés comme nous, des gens qui sont encore dans l'informel soi-disant, parce que on peut se considérer que nous ne sommes pas encore véritablement pris en charge par l'État. Donc, ce secteur privé a besoin justement d'un coup de main, de l'expertise, et que véritablement il y ait un recyclage, parce que la plupart des opérateurs économiques que nous avons dans notre société sont plus des bayam salam que des industriels. Messieurs, nous sortons justement de cette édition de DBS Matin, la dernière édition de cette semaine. Pour terminer, comme d'habitude, on n'a plus que 3 minutes, 2 minutes à peu près. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est souvent ma dernière question. La première chose qu'il faut relever, c'est que un pays ne peut pas forger son économie sur des services. C'est clair. Pour un pays qui veut se développer, les services, ça ne doit pas marcher. Un pays qui a des ambitions d'émergence doit avoir un modèle de développement. D'abord, doit avoir un modèle économique, doit avoir un modèle de planification, et ensuite doit avoir un outil de production basé sur l'industrialisation. Lorsque j'ai dit cela, il faut donc mettre en place des politiques. Tout à l'heure, vous évoquez le cas du secteur privé. Le secteur privé se comporte comme l'État se comporte. C'est-à-dire qu'en fait, il sollicite des allègements fiscaux. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de contribuable honnête. Il n'y en a pas. Donc, il joue au chat et à la souris. De ce point de vue, il peut trouver une position avec l'État. Mais ce qui est important, c'est comment se porte ce secteur privé. Quelles sont les activités du secteur privé? Et qui sont les acteurs du secteur privé? Parce que la plupart des acteurs du secteur privé, très souvent, ce sont les multinationales pour la plupart. Parce que lorsqu'on parle du secteur privé, vous allez beaucoup plus trouver les petites et moyennes entreprises. Quelquefois, les sociétés unipersonnelles, c'est-à-dire qui sont gérées comme des épiceries familiales, quelquefois même moins. Donc, qui ne sont pas véritablement structurés. Or, l'État doit avoir un droit de regard de ce côté-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut que nous puissions avoir un pays qui structure son développement économique dans ses projections. De ce point de vue, il faut travailler avec des intelligences, c'est-à-dire l'expertise locale. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des enfants à l'école qui sont de là avec de l'intelligence et vous ne les utilisez pas dans votre politique d'émergence, de développement. C'est une incongruité qu'on ne peut pas comprendre. Comment vous avez des ingénieurs qui deviennent des bensikineurs, des ingénieurs qui sont des bensikineurs, qui deviennent des commerçants, des bains en serre au marché? Oui, la plupart des secteurs informels que nous évoquons est à plus de 70%. Est rempli de génies, mais qui malheureusement plein de génies ne sont pas pris en compte. Avec Isefanga, votre mot de fin en quelques secondes. Je voudrais saluer le directeur général du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngos. Qui est aussi un administrateur civil. Qui est aussi un administrateur civil, mais qui a apporté quelque chose... Je vais comprendre, je pourrais dire directeur général. Voilà. Donc, pourquoi je le salue? Parce qu'on nous a fait comprendre que non, vous appelez ça quoi, DIT ne pouvait pas être géré par des Camerounais. C'est quasiment impossible. C'est le domaine de l'expertise internationale. Donc, mais la RTC aujourd'hui est en train de prouver qu'elle est capable de gérer. Et si c'est des Camerounais. Et ce sont les Camerounais qui ont mis un peu le logiciel d'exploitation. Donc, vous comprenez un peu. Ça, c'est des Camerounais. On nous a dit non, le dragage. Est-ce qu'une entreprise, est-ce que les Camerounais sont capables de gérer un dragage ou bien de faire la drague d'un port? C'est quasiment impossible. Mais aujourd'hui, les Camerounais sont en train de draguer le port. Merci, messieurs. On comprend tout simplement que des intelligences, il y en a sur le continent africain. Il y en a également sur le territoire national camerounais. Albert Anatolaï, je vous dis merci. Bon week-end à vous. Ande Kisefanga, merci également d'avoir été là ce matin. Bon week-end également à vous. N'oubliez surtout pas, Ronsard déclarait haut et fort que la jeunesse est effrayante pour ceux qui l'ont perdue ou qui sont susceptibles de la perdre. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Et bien restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous et surtout bon week-end. Au revoir.